120 minutes info week-end. Bonjour à tous. L'édition spéciale se poursuit évidemment sur les antennes de CNews au 8e jour de guerre au Moyen-Orient. Les toutes dernières actualités, les derniers développements, nos envoyés spéciaux sur le terrain. Je vous présente notre dispositif et les grands angles que nous traiterons ensemble dans une seconde à 15h pile. D'abord, on salue Sandra Chiambo. L'essentiel à retenir avec vous, Sandra. Bonjour Julien, bonjour à tous. L'Iran affirme avoir ciblé dans le Golfe un pétrolier battant pavillon des îles Marshall. Le Louis P a été touché par un drone, selon les gardiens de la Révolution. Plus tôt ce matin, un autre pétrolier nommé Prima a quant à lui été frappé par un drone explosif dans cette zone. L'Iran ne se rendra jamais aux États-Unis et à Israël. C'est la réponse de Massoud Pezeshkian à Donald Trump, qui avait réclamé la veille une capitulation sans condition pour mettre fin à la guerre. Le président iranien a également assuré que les pays voisins seraient visés uniquement si des frappes étaient tirées depuis ces États. Et puis l'armée israélienne appelle les habitants d'un quartier de Tyr à évacuer avant une frappe sur des infrastructures militaires du Hezbollah dans le sud du Liban, une organisation qu'elle qualifie de terroriste dans un message accompagné d'une carte des secteurs visés. Chère Sandra, et on vous retrouve bien sûr toutes les 30 minutes pour des points complets sur l'actualité. Israël et les États-Unis qui bombardent donc toujours massivement la capitale iranienne, et Tsahal qui indique ce matin que 80 avions de chasse ont mené des frappes contre des sites stratégiques militaires iraniens. Le président Donald Trump, un petit peu plus tard aujourd'hui, a déclaré de son côté que les États-Unis allaient frapper l'Iran très durement, je le cite, et a menacé d'étendre les frappes à des zones et des groupes de personnes qui n'avaient encore jamais été considérés comme des cibles. Sur l'autre front, ouvert par Tsahal au sud Liban, Israël a sommé ces dernières heures de nouveau le Liban de désarmer le mouvement pro-iranien Hezbollah sous peine de mesures plus sévères. Des centaines de milliers de Libanais, vous le savez, sont contraints de fuir les bombes israéliennes. Le Premier ministre libanais hier parlait de catastrophe humanitaire. Par ailleurs, Jérusalem, Tel Aviv, où nous nous rendrons, Dubaï, Bahreïn ou encore les Émirats arabes unis, des alertes ont retenti ces dernières heures et même toute la nuit, des alertes aux missiles iraniens. Et puis on évoquera aussi, bien sûr, ces Français toujours bloqués au Moyen-Orient. Vont-ils enfin pouvoir retrouver le territoire national? Nous ferons le point pendant ces 2 heures ensemble avec Michel Fayad, qui nous a rejoint. Bonjour Michel, analyste politique franco-libanais. François Costantini est avec nous également. Rebonjour, géopolitologue, spécialiste du Proche-Orient. J'en profite d'ailleurs pour présenter votre dernier ouvrage, Le Liban, histoire et destin d'une exception, aux éditions Perspectives Libres. Donc pour bien comprendre la situation libanaise, je conseille ce bouquin à tous nos téléspectateurs. De l'autre côté de la table, Manaz Shirali, bonjour. Merci d'être présente, sociologue et spécialiste de l'Iran. Enfin, Vincent Arbaretti est également avec nous, historien militaire, docteur en sciences politiques. On fait des allers-retours et vous le savez, on rythme nos éditions spéciales par des passages sur le terrain. Le terrain qui se trouve d'abord à un petit peu plus de 15h, 15h03, à la frontière israélo-libanaise. Régine Delfour nous attend au nord d'Israël, donc au sud du Liban. Régine, on est venu tout de suite vous voir parce que vous nous alertiez il y a quelques minutes sur des détonations, des frappes qui viennent d'avoir lieu depuis Israël vers le sud Liban. C'est bien ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vous venez de vivre ces dernières minutes? Oui, absolument, Julien, c'est bien cela. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Tsahal a demandé aux habitants des villages du sud Liban d'évacuer. En fait, avec Sacha Robin qui m'accompagne, nous avons vu donc ces bombardements, ces épais nuages de fumée, beaucoup de tirs d'artillerie ici dans cette région. Nous nous trouvons donc de l'autre côté, en hauteur, dans un village israélien qui, pour vous tout vous dire, en fait, Julien, a été partiellement évacué puisqu'on est au plus près. Donc on entend les drones, on entend l'aviation et puis il y a ces tirs d'artillerie. Nous étions avec Sacha aussi au plus près de la frontière parce que vous devez le voir sur les images de Sacha. Il y a ce mur de frontière et en fait nous étions vraiment juste à côté. Nous avons vu les militaires qui nous ont demandé forcément de reculer. Et il y a donc cette intensification de frappe dans le sud du Liban. Intensification de frappe. Merci beaucoup Régine Delfour avec toutes les équipes CNews qu'on retrouve au gré de ces éditions spéciales sur notre antenne. On peut peut-être rester un instant sur ces images. Je ne sais pas si nos amis avec Régine peuvent nous maintenir quelques instants ces images, ces panaches de fumée, ces frappes sur le sud du Liban. François Costantini, pardonnez-moi, malgré les bombardements massifs sur les sites de lancement côté libanais et Hezbollah, on voit bien avec ces frappes et ce
ce rendu de coup pour coup, j'ai envie de dire, ces dernières heures entre le nord d'Israël et le sud Liban, l'Iran et ce proxy qu'on connaît, le Hezbollah, ont toujours les capacités de tirer sur Israël et les ripostes s'intensifient. Oui, ils ont des capacités énormes. Hein. Il y a bien sûr les roquettes, mais il y a également des missiles qui peuvent atteindre, notamment Tel Aviv, qui peuvent atteindre Haïfa. Ça, les missiles sont mobiles, ils ne sont pas forcément immédiatement au sud Liban. On parle notamment de la BK Ouest. C'est pour ça qu'Israël a commencé à passer des opérations. Il est certain que le Hezbollah a été surarmé pendant une trentaine d'années, il ne faut pas l'oublier, par les Syriens, puis ensuite directement par les Iraniens, du temps où il y avait un gouvernement libanais pro-syrien et pro-iranien, jusqu'à aujourd'hui. Je rappelle que le Hezbollah est incrusté littéralement dans l'appareil d'État libanais, dans les services de renseignement de l'armée. Ils avaient le poste de directeur de la Sûreté Générale qu'ils ont perdu, mais très récemment, et il a eu encore le temps de faire des dégâts. Il y a même, auprès de l'entourage du président Joseph Aoun, un conseiller qui est... pas Michel Fayad qui me contradira, je pars sous son contrôle, qui est réputé proche du Hezbollah. Donc imaginez, le Hezbollah, c'est un ministre du Hezbollah. Voilà, le Hezbollah a des yeux et des oreilles partout. Qui est dans le viseur de la justice libanaise, je crois, ces dernières heures également, Michel Fayad. Pas le ministre, carrément le chef du Hezbollah qui est dans le viseur de la justice. Naïm Kassem, il y a une procédure notamment contre Naïm Kassem, le successeur d'Hassan Nasrallah. Mais le Hezbollah est en quelque sorte surarmé. Il est plus armé que l'armée libanaise. Il est même une force régionale aujourd'hui. Des bombardements du sud Liban auxquels nous assistons en direct. En tout cas, les traces, les stigmates de ces derniers. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des drones, des roquettes, des missiles. Difficile de dire de quelle nature sont les engins explosifs qui s'abattent sur le sud Liban. Et ces images, je le rappelle, en direct. Je voulais que vous réagissiez, Michel, sur ces mots du ministre Israël Katz, du ministre de la Défense israélienne, qui a mis, pardon de le dire de cette façon, mais un vrai coup de pression au Liban ces dernières heures avec ces déclarations. Donc, je le répète, Israël somme le Liban de désarmer le Hezbollah, comme il l'a fait d'ailleurs depuis plusieurs années, sous peine de mesures plus sévères. Que veut dire cette injonction, ce coup de pression d'Israël envers les autorités libanaises ? Vous savez, le problème, c'est que le Liban a été occupé, comme ça a été dit, de 1990 à 2005 par la Syrie. Et ensuite, en 2005, la Syrie est sortie, mais le Hezbollah est resté, et le Hezbollah a continué, comme ça a été dit, donc sa mainmise sur le pays à tous les niveaux, en réalité. Et je pense qu'Israël est en train d'essayer de mettre pression pour que, justement, il y ait, par exemple, l'expulsion, peut-être, la révocation des ministres du Hezbollah au sein du gouvernement, le fait que le président justement écarte son conseiller qui est peut-être du Hezbollah, qu'en fait le Liban se débarrasse de ce joug du Hezbollah qui pèse depuis donc 2005 au moins. En réalité, le Hezbollah est pourquoi ces 2 dernières années, cette année et demie écoulée, pourquoi les autorités libanaises n'ont pas fait, et je me fais un peu le prolongement des reproches israéliens, et pour essayer de comprendre, pourquoi ce qui est imposé par Israël, demandé, exigé par Israël aujourd'hui, n'a pas été entrepris cette année écoulée? Parce que vous avez le président de la République qui a été élu avec les voix du Hezbollah, vous avez le gouvernement dans lequel il y a des ministres Hezbollah, et vous avez un parlement où il y a des députés Hezbollah. Vous avez, comme ça a été dit aussi, des membres du service sécuritaire, de renseignement. À tous les niveaux, en fait, le Hezbollah est présent. Donc, comment voulez-vous que le Liban se libère du Hezbollah alors que le Liban officiel est infiltré? Alors, je repose ma question. Comment le Liban peut faire quelque chose aujourd'hui qui n'a pas pu être fait hier? Parce que justement, si les Israéliens frappe encore aujourd'hui et que ça met la pression sur le Liban. Et comme aujourd'hui, il y a eu ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent, il y a une unanimité des Libanais contre le Hezbollah. Vraiment ? Vraiment, parce que, si vous voulez, il y avait quand même une partie des Libanais qui considéraient le Hezbollah comme un allié pour certains chiites. Par exemple, le mouvement Amal considérait le Hezbollah comme étant son allié. Il y avait également des chrétiens qui considéraient le Hezbollah comme le moindre mal face à Daesh, face à Nosra, face à tous ces gens-là. Et aujourd'hui, le Hezbollah, parce qu'il a participé à la guerre pour le Hamas depuis le 7 octobre, puis ensuite maintenant la guerre pour la République islamique d'Iran, plus personne n'en veut. Je vous dis franchement, sur la MTV, qui est la chaîne de télévision la plus regardée au Liban, il y a un sondage qui est sorti
95% des Libanais sont contre Ce le qu'on Hezbollah. peut craindre, C'est pourtant, énorme. c'est un retournement de l'opinion libanaise au vu des mouvements de population, de cet exode forcé de la population. Tout dépend de la durée. Du Liban. C'est l'effet contre-productif que peuvent avoir les frappes israéliennes sur le sud Liban et le sud de Beyrouth. Tout va dépendre de la durée, Julien. Franchement, si la durée est courte et que les choses se passent bien et que la population ensuite peut retourner, il n'y aura pas de problème. Mais effectivement, si la population reste dans les régions chrétiennes, parce qu'en réalité, elles sont surtout cachées dans les régions chrétiennes maintenant, et que cela dure, effectivement, il peut y avoir des problèmes même entre chrétiens et chiites. Vous voyez. Le temps jouera contre Israël, qui doit... Et contre le Liban aussi. Parce que si ça dure, comme je vous dis, il peut y avoir des tensions inter-libanais, alors qu'aujourd'hui, il y a une unité nationale contre le Hezbollah. Si demain, les choses traînent et que les chiites restent chez les chrétiens, à un moment donné, ça va se friter, entre guillemets. Et je me tourne de ce côté de la table dans une seconde. Je voudrais qu'on rythme encore une fois notre spécial avec les directs sur le terrain. Je disais qu'on se rend coup pour coup côté Hezbollah libanais et israélien, puisque les alertes continuent de retentir au gré que la journée s'écoule côté israélien, à Jérusalem ou à Tel Aviv, où on retrouve Valentin Rouillon. Rebonjour Valentin, on était ensemble tout à l'heure entre 11h et 13h déjà pour faire un point sur ce rythme de la vie de Tel Aviv qui oscille entre une vie normale, une sorte de résilience, presque d'insouciance, et puis les exigences de la guerre, bien sûr, et notamment ces habitudes désormais pour la population de se rendre dans les abris et de suivre les consignes des autorités. Comment se sont passées les 2 dernières heures écoulées ? Écoutez, Julien, vous l'avez dit, on vous l'a montré ce matin, cette longue promenade où il y avait beaucoup de monde ce matin. Là, vous voyez cette terrasse qui s'est un peu vidée parce qu'il y a un peu moins d'une demi-heure, on a eu une alerte. Et pendant cette alerte, je voulais vous présenter un couple que nous avons rencontré avec Fabrice Elsner, un couple d'Israéliens. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous en direct sur CNews. Vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez habitué en réalité à ce genre d'alarme que vous recevez sur votre téléphone. C'est ce que vous nous avez dit. Oui, c'est normal. C'est notre vie pour l'instant. Et c'est comme ça, comme il y a la guerre. Et là, effectivement, vous êtes sorti de l'abri il y a une petite demi-heure et vous êtes venu, vous manger, vous installer, parce qu'il faut reprendre la vie. Oui, ça c'est exactement ça la plus importante chose. On n'arrête pas. On reste, on vive notre vie. Et si on a besoin d'aller à l'abri pour 10 minutes, 15 minutes, il n'y a pas de souci. On reçoit l'alarme sur le téléphone, on va à l'abri, on reçoit la deuxième notification qu'on peut sortir et on continue, on n'arrête pas. Et vous comprenez cette guerre, en tout cas, qu'il y a dans votre pays et contre l'Iran, vous la soutenez. Comment vous vous positionnez ? Alors nous, je parle juste de moi, mais je crois que beaucoup d'Israéliens la même. Nous, on veut que si ça prend 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de souci. On a besoin de finir cette guerre. On n'a besoin pas arrêter comme le régime il est encore là-bas. On a besoin de finir et changer le régime. Et on veut vivre notre vie normalement. Et on a des patiences, et on a des forces. Et c'est tout. Merci beaucoup Aviv. Voilà, vous l'avez entendu, du soutien en réalité sur cette guerre de la part des Israéliens, et ça doit aussi faire partie de ce qu'on vous disiez, la résilience en tout cas pour comprendre, aller aux abris, l'habitude, et puis revenir parce qu'il faut continuer de vivre. Mais bien sûr, quand on reçoit une alerte, nous y compris, on reçoit une alerte, eh bien on se dirige à l'abri le plus proche. Et là, il est juste derrière Fabrice, cet abri où on s'est rendu tout à l'heure il y a désormais un peu plus d'une demi-heure. Valentin Rouillon avec Fabrice Elsner à Tel Aviv. Merci beaucoup pour vos précisions. Manas Shirali, sociologue spécialiste de l'Iran, je le rappelle. Elles sont intéressantes ces images et surtout intéressant de les décrire ensemble. Pourquoi ? Parce que la vie des Israéliens, on l'a compris, est faite d'une énorme résilience. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la possibilité aussi d'être dans cette résilience, c'est-à-dire de vivre une forme d'insouciance entre les frappes parce que le peuple israélien est protégé par les autorités. Le peuple israélien est en sécurité. Évidemment, sécurité relative en temps de guerre, chacun l'entendra, mais en sécurité parce qu'il n'y a pas un Israélien qui ne peut pas se réfugier dans un abri lorsqu'il y a une alerte, etc. Ce qui est l'inverse de la vie des Iraniens que vous connaissez par cœur, les Iraniens qui connaissent
un sort en termes de bombardement qui est démesuré ces derniers temps et qui sont en proie à ces bombardements qui, eux, ne jouissent pas d'une sécurité, une bienveillance du pouvoir. C'est toute la différence entre le peuple iranien et le peuple israélien aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il y en a qui peut compter sur ses autorités et l'autre pas du tout. Tout à fait. Les Iraniens n'ont absolument pas d'abri. Pendant 47 ans, leur gouvernement, leur État n'arrêtait pas de taper sur le tambour de la guerre contre Israël sans jamais construire de l'abri pour les Iraniens. Donc aujourd'hui, on sait qui est le responsable de la situation. Mais pour quelqu'un qui a vécu la guerre Iran-Irak pendant 8 ans, je sais ce que c'est les bombardements. Les moments de guerre, ce sont les moments très particuliers. Quand vous le vivez, votre vie n'est pas la même chose avant et après. Parce que vous avez vécu la mort de tout près. Il est tout à fait possible que dans les heures à venir, vous perdez votre vie. Donc, vous continuez à vivre intensément. Ce qui n'est pas le cas de nous aujourd'hui, parce que nous sommes dans des sociétés pacifiées. Il n'y a pas de guerre. On est soucieux de l'avenir, on est soucieux de ceci et de cela. Mais dans les moments de bombardement civil que j'ai vécu, on a toujours cette idée que peut-être demain, je ne suis pas là. Donc, je profite du moment de présent. Donc, c'est un peu une façon d'expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on a vu, et toute la matinée, si vous n'étiez pas avec nous, entre les sirènes, grâce à Valentin Rouillon et Fabrice Sechner, on était dans des rues ultra fréquentées de Tel Aviv, des jardins d'enfants avec des gamins qui s'épanouissaient sur les jeux, des passants qui promenaient leurs chiens, qui étaient dans une insouciance apparente extraordinaire. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de décrire. La même chose pour les Iraniens. On n'arrête pas de leur dire que ce qui tombe du ciel, ce ne sont pas des bonbons, ce sont des bombes. Donc prenez en fait... Trouvez un endroit, ne soyez pas sur les toits des maisons. Parce que la plupart des jeunes avec qui je suis en relation, ils n'arrêtent pas de m'envoyer des vidéos qui montrent que les avions qui sont en train de s'envoler à basse altitude dans le ciel de Téhéran, et je vois le danger qu'ils sont en train de prendre. Mais pour eux, c'est un jeu. Ils ne voient pas à quel point... Ils me disent toujours... Ils n'ont pas le recul, finalement. Ils disent quand on entend la détonation, ça veut dire qu'on est vivant. Parce que quand on est mort, on n'entend pas. Donc quand on entend... Et ce sont des mécanismes d'autodéfense que les individus mettent en place dans des moments difficiles pour pouvoir vivre des périodes extrêmement invivables. Vous voyez en bas de votre écran, alors on vient de changer de thème, mais on peut remettre ces frappes israéliennes également, donc qui viennent d'être relancées à Téhéran, à Ispahan, je ne sais pas si je le prononce correctement, des frappes qui se poursuivent. Lieutenant-colonel Arbaretier, Tzal, qui a continué d'intensifier ses frappes depuis ce matin et cette nuit, même avant cela, avec ce raid dont on a parlé de 80 avions qui se sont déployés dans le ciel iranien, des frappes qui continue, je le disais, ces dernières minutes, quasiment au moment où on se parle. L'objectif, on l'a bien compris, c'est d'annihiler totalement les capacités adverses, sauf que l'impression que l'on a, c'est qu'on est encore assez loin du compte. Hein. Oui, alors je pense qu'annihiler des capacités, c'est une chose, mais le vrai problème dans une guerre, c'est faire plier l'adversaire, faire en sorte que l'adversaire demande la paix, demande le cessez-le-feu dans un premier temps et demande la paix. Or, d'après ce qu'en dit le président iranien, c'est pas encore le cas. Donc, en fait, dans le plan de ciblage des Israéliens, ce qu'on a bien compris depuis ce qui a été dit hier par leur porte-parole, c'est que dans un premier temps, la première phase qui consistait à éliminer tous les dangers pour les aviations israéliennes et américaines avait été déjà réalisée. Et maintenant, alors même si avant ils s'en sont déjà occupés, ils focalisent sur les réseaux de commandement, mais aussi les lieux d'habitation au sens large, de travail et d'habitation des forces iraniennes, et à commencer par les forces de police. Ce qui est intéressant parce que quand ces forces de police en auront assez de la guerre, eh bien en fait il n'y aura plus de répression, il n'y aura peut-être plus de gouvernement, si vous voulez. Et c'est un signe, alors bon, même si c'est toujours discutable, une comparaison historique, mais quand il y a eu l'insurrection de la préfecture de police à Paris, avant la libération de Paris, ça a été un signe pour la résistance française d'apparaître au premier jour, et même avec des moyens médiocres, de s'en prendre aux forces allemandes. Et si vous voulez, les bombardements, ça a un effet parfois... imprévisible, parce que là aussi, je prends l'exemple de la France qui a été dûment bombardée pendant le mois d'avril 1944 en préparation du débarquement, avec ces fameuses journées des 21 et 24 avril,
eh bien, le 26 avril, si je me souviens bien, si je me souviens bien des dates que j'ai regardées, eh bien, la population de Paris a fait un accueil délirant au maréchal Pétain, qui, avec l'autorisation des Allemands, avait visité Paris. On avait l'impression que tout le monde était maréchaliste. Et quelques mois après, eh bien, l'accueil délirant a été rendu aux Américains et aux Français qui, au mois d'août, ont libéré Paris. Donc, si vous voulez, les bombardements, les gens, je pense, sont d'abord occupés par une préoccupation de survie au jour le jour. Donc, il faut qu'il y ait un signe, comme par exemple le ralliement ou la rébellion des forces de police, des gens qui, comme je l'ai vu sur un document qui a été pris par un monsieur qui était dans son appartement, qui a filmé les policiers, il dit, mais ils sont tout le temps dans la rue parce qu'ils n'ont plus d'endroit où aller. Absolument. C'est-à-dire que leur commissariat est bombardé par les Israéliens ou les Américains, et puis la caserne où ils habitent, parce que comme ce sont des gens très impopulaires, ils n'habitent pas au milieu de la population civile, mais leur caserne a été bombardée, et leur famille avec. Donc ils restent dans la rue, ils contrôlent... Et le but, c'est de finir de détruire toutes ces infrastructures pour permettre éventuellement à cette population de reprendre le contrôle. Quand on verra les policiers se rallier à la population, là, ce sera gagné. Et quand on verra la population, surtout, de nouveau sortir dans la rue sans crainte et sans être réprimée, notamment dans le sang. Quand on leur dit allez chez vous et ne vous exposez pas, ils disent non, on veut voir comment la République islamique tombe. Ça nous fait plaisir de les voir tomber de cette façon. Et on sait que c'est partagé par quasiment l'intégralité du peuple iranien. On va revenir sur les frappes qui sont en train de frapper l'Iran, Téhéran, Ispahan, sur les mots de Donald Trump qui brandit également la force américaine ces dernières heures en disant qu'aujourd'hui l'Iran serait de nouveau frappé très durement. Mais passons par cet arsenal iranien qui nous interpelle également. Il y a Sarah Fenzari qui nous a rejoint sur le plateau de la rédaction pour nous expliquer notamment ces drones qui sont très largement, on connaît les missiles balistiques, et ces drones qui sont très largement utilisés également par le régime de Téhéran et qui posent évidemment énormément de problèmes, notamment dans les pays du Golfe où ils frappent régulièrement, Sarah. Absolument, Julien. Figurez-vous que ces drones Shahed, ce sont justement les drones que vous allez voir dans un instant sur ces images. Ce sont donc des drones kamikazes conçus pour frapper leur cible en s'y écrasant. Leur navigation, vous allez le voir, se fait par GPS. Ils volent à basse altitude et peuvent parcourir près de 2500 km après leur lancement. Résultat, ils sont très difficiles à détecter et à neutraliser. Et si ces drones posent problème aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est parce qu'ils sont exactement les mêmes que ceux qu'utilise la Russie contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. C'est donc tout naturellement vers Kiev que s'est tourné Washington. Donc le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a annoncé lui-même sur Telegram. Je cite, « Nous avons reçu une demande des États-Unis pour une aide concrète dans la protection contre les Shahed au Moyen-Orient. J'ai donné l'ordre de fournir les moyens nécessaires et d'assurer la présence de spécialistes ukrainiens capables de garantir cette sécurité. Car oui, depuis 4 ans, l'Ukraine s'est spécialisée par la force des choses dans l'interception de ces drones. Elle a mis au point une défense en plusieurs niveaux avec des escouades mobiles capables de tirer rapidement, des systèmes de guerre électronique pour brouiller les drones et même de nouveaux drones intercepteurs. Certaines technologies ukrainiennes utilisent même des capteurs acoustiques capables de repérer le bruit caractéristique de ces drones dans le ciel. Résultat, Kiev affirme aujourd'hui atteindre un taux d'interception de plus de 80%. C'est énorme, mais vous le savez, dans les relations internationales, toute aide a un prix. L'Ukraine accepte d'aider les États-Unis, non pas sans contrepartie. Kiev espère notamment obtenir davantage de missiles de défense aérienne type Patriot, un renforcement du soutien militaire occidental et des partenariats technologiques pour améliorer sa propre défense. Parce que malgré cette petite alliance, cette coopération, l'Ukraine reste toujours en guerre contre la Russie. Merci beaucoup pour ces précisions, Sarah Fenzari, pour la rédaction de CNews. Justement, prenons la direction du Golfe, plus précisément des abords du détroit d'Ormuz, où notre équipe est sur place depuis 3 jours maintenant. Pauline Trefzer avec Stéphanie Rouquier. Bonjour Pauline.
Pauline qui n'est pas encore avec nous, on va aller la voir dans un instant. Alors en attendant, c'est très important ce qu'on va aborder avant de revenir sur nos pieds et de parler de la situation dans les pays du Golfe, parce que j'ai cru comprendre, Manaz Shirali, que Donald Trump a dit aujourd'hui être ouvert à ce que le successeur de Khamenei soit aussi un représentant religieux. J'ai l'impression qu'une déclaration comme celle-là peut apparaître comme la pire nouvelle qui soit pour le peuple iranien dont on parlait précédemment. Vous savez, je suis une grande admiratrice de Donald Trump. Depuis toujours. Par contre, ça ne le regarde pas. Qui va reprendre le pouvoir? Ce sont les Iraniens qui vont décider. Ce sont les Iraniens qui ont déjà choisi et ils ont plébiscité le prince Pahlavi comme leader de transition pendant cette période de transition. Et après, ce sont encore les Iraniens qui vont voter. Il a dit, Donald Trump, qu'il souhaitait avoir son mot à dire sur le successeur. Évidemment, il peut dire un mot, mais ce n'est pas pour autant que les Iraniens vont accepter. Quand même, on n'a pas affaire à une société soumise, on n'a pas affaire à des Iraniens immatures. C'est un peuple qui a la tradition de révolution depuis fin XVIIIe siècle. Et là, maintenant, c'est un peuple qui s'est battu contre la République islamique Bekkeong. Donald Trump, s'il veut choisir, il peut toujours choisir, mais le choix revient au peuple iranien et personne d'autre. L'impression, M. Constantinu, à l'aune de ces déclarations, que ça sent dans la volonté américaine, évidemment, pas celle du peuple iranien, mais que ça sent le scénario à la vénézuélienne de plus en plus? Moi, je comprends, de toute façon, c'est certain que ce régime n'a aucune assise, ou alors disons qu'il a un maximum d'assises. Une dictature, un régime fort, en général, il y a maximum 15% de la population avec lui. C'est ce qui lui permet de contrôler la population. Ce sont les gens qui nourrissent, les passes d'Aran, les bassijlis, etc., ou les religieux, ou les hommes d'affaires, entre guillemets, qui en fait mangent de la main des mollahs. Moi, j'ai quand même je veux pas doucher. Et en fait, moi, ce que je comprends à travers cette déclaration, c'est que Donald Trump, à l'inverse peut-être de Benjamin Netanyahou, ne cherche pas absolument un changement de régime. Moi, je n'ai pas envie de doucher l'optimisme de madame, loin de là. Mais en effet, vous avez dit qu'il y a quand même une certaine dissociation des objectifs. La guerre est bien plus existentielle pour Israël qu'elle ne l'est pour les États-Unis. Israël veut tout à fait éradiquer le Hezbollah, qui est le danger immédiat, et en quelque sorte le cancer qui est à l'origine, qui est la République islamique, qui de toute façon a fait d'Israël une cible. C'est consubstantiel. La République islamique d'Iran appuie entre guillemets sa légitimité sur la volonté de destruction d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de leadership du monde musulman que l'Iran veut récupérer. Idem le soutien au Hamas de la Palestine. Là, il faut craindre, en effet, ce qu'il faut craindre, à mon avis, c'est qu'on arrive sur une espèce de demi-mesure, de demi-victoire ou de demi-défaite, et qu'on n'aille pas jusqu'au bout, parce que je ne vois pas, si on n'allait pas jusqu'au bout, en effet, à la partir de quand, en effet, ce régime serait éradiqué, parce que ce régime, le Hezbollah a été, par exemple, bousculé plusieurs fois, et puis on est revenu, médiation internationale, les États-Unis, la France, la Russie, tout le monde s'en est mêlé, et puis au final, on leur a sauvé la mise. Sauver la mise du régime iranien, c'est reculer, mais non pas pour mieux sauter, mais pour mieux tomber, en quelque sorte. Parce que ce régime, on le sait très bien, il refera ses forces, il refera l'enrichissement c'est que quand on d'uranium. connaît la République islamique de l'intérieur et quand on sait détecter des signes qu'ils nous envoient, la situation n'est pas telle que vous l'avez décrit. Alors donc, moi je peux vous dire, ce matin par exemple, on a vu une très forte dissonance à l'intérieur de la République islamique. Le président Pezeshkian, qui fait partie du conseil de la guidance, il déclare quelque chose. 30 secondes après, les commandants du corps des gardiens de la Révolution lui tapent dessus. Et là, on craint même qu'on l'élimine parce qu'il est complètement allé dans un autre sens. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Tout simplement, en absence de Khamenei, qui a instauré un chape de plomb sur ce régime, aujourd'hui, on est en face des différentes forces à l'intérieur de la République islamique qui sont en train de s'entre-dévorer, de s'entre-déchirer. Et là, ce qui est intéressant de savoir, c'est que même si les Américains, aujourd'hui, ils lâchent l'affaire, et les Israéliens aussi, ils partent chez eux et que personne ne touche à ce régime, le régime va tomber tout seul de lui-même. Et on voit ces frappes qui datent d'hier là, à Téhéran. Un dernier mot, Michel Fayet, sur cette déclaration de Donald Trump qui se dit ouvert à la succession de Khamenei par un autre représentant religieux. Il y a un parallèle qui nous vient tous en tête, c'est le successeur syrien Al-Joulaini, je le prononce correctement. Les ayatollahs démocrates, cool, ça existe?
Pardon de le dire de cette façon, mais c'est l'impression que ça donne. En fait, de remplacer Khamenei par un autre religieux, c'est-à-dire un ayatollah pour un ayatollah, en disant mais oui, lui, il nous écoutera, lui, il sera notre allié, il sera dans la paix. Donc, est-ce que les ayatollahs démocrates cool, ça existe ? Non, ça n'existe pas, mais pour aller même dans l'humour, vous savez, les Iraniens disent quelle est la différence entre les réformateurs et les conservateurs khomeïnistes ? Eh bien, c'est que les réformateurs sont des voleurs professionnels, alors que les conservateurs sont des voleurs amateurs. Donc finalement, ce sont tous les deux des voleurs, tous les deux des khomeïnistes, tous les deux des islamistes, et donc vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis d'Israël, tous ces gens-là ne changent rien. Moi, je pense effectivement que les gens vont se dévorer. Déjà, Larijani, on essaie de mettre le fils de Khamenei à sa place, enfin, comme guide suprême, donc Mojtaba Khamenei. Mais lui, Ali Larijani aimerait bien mettre son frère, oui. Sadek Larijani. Oui. Et puis, dans le temps, vous savez, Khamenei avait éliminé Rafsanjani. Les gardiens de la Révolution, certains étaient avec Rafsanjani, c'était lui qui leur avait donné le business. Et là, Khamenei est mort. Ça sent le panier de ils ont envie de revenir. Qui va s'entretuer. Ouais, donc, c'est à voir. Il reste 4-5 personnalités clés à tuer. Si ces 4-5 personnalités tuent, alors là, ça s'effondrera. Oui, tout à fait. Mais et quid des gardiens de la Révolution Non, les gardiens de la Révolution, si ces 4-5 personnalités qui restent encore à tuer sont tués, eh bien, les gardiens de la Révolution seront sans chef, sans leader. Ils regarderont à gauche, à droite. On leur dira, c'est lui le nouveau chef. Si on leur dit, vous conservez votre poste et votre argent et vos armes, ils se rallieront. 15h31, je sais que vous voulez réagir, Vincent Arbarati. On fait le point, évidemment, comme chaque demi-heure, sur l'essentiel de l'actu et vous prenez la parole. Sandra Chiombo. Les pays du Golfe ont été visés ce samedi par de nouveaux drones et missiles, et ce, malgré les excuses du président iranien auprès des États voisins ciblés par les frappes de Téhéran. Des attaques ont eu lieu en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar et aux Émirats, ciblés par 16 missiles balistiques et 121 drones. Les frappes israéliennes au Liban ont fait au moins 294 morts et 1023 blessés depuis ce lundi. C'est le bilan provisoire du ministère libanais de la Santé qui dénonce une agression d'Israël. L'armée israélienne a par ailleurs appelé les habitants d'un quartier de Tyr au sud du pays à évacuer en vue d'une prochaine frappe. Et puis les États-Unis pourraient déployer un troisième porte-avions au Moyen-Orient selon des médias américains. L'USS George W. Bush a achevé ce jeudi son entraînement préalable au déploiement. C'est la dernière étape avant la certification pour des missions opérationnelles. Merci beaucoup Sandra, rendez-vous dans 30 minutes. On part pour le détroit d'Ormuz dans 30 secondes. Je voudrais juste qu'on conclue cette conversation avec vous, Vincent Abaratier, sur l'éventuelle succession, sur la déstabilisation du régime et à quel moment ce peuple va pouvoir reprendre les rênes de son existence. Moi je pense qu'un militaire ça peut être un recours et je pense au général Esmaël Kahani qui serait en Israël. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas parce qu'il y a d'autres sources. Faites-nous en 10 secondes le CV de la personne c'est un général des gardiens de la Révolution, donc c'est un militaire qui a successeur de Soleimani. Sur qui il y a une très forte rumeur, comme quoi c'est le top des Israéliens. Donc, alors, vous savez, les généraux, ils ne sont pas parfaits. Hein. Bonaparte, avant de devenir Napoléon, il a massacré les royalistes dans une paroisse à Paris. Voilà, donc les militaires, ils ont les mains couvertes de sang par définition quand ils participent à des répressions ou à des guerres. Et donc, alors ensuite, l'armée, quel est l'avantage de l'armée ? C'est que l'armée, elle sert son pays. Et normalement, quand une armée est bien constituée, les gens ne s'enrichissent pas. Alors malheureusement, dans le Moyen-Orient, il y a d'autres armées qui s'enrichissent. Mais je pense à l'armée jordanienne. Moi, j'ai beaucoup étudié l'armée jordanienne comme un cas d'une armée fondée par les Britanniques qui a servi loyalement son roi et qui a servi son pays et qui a réussi à régler le problème palestinien en un an de 70 à 71. Donc l'armée iranienne, il y a eu des généraux saint-syriens à l'époque du Shah, dont j'ai une liste, j'ai regardé ça aux affaires étrangères, il y a eu des généraux qui ont servi loyalement leur pays et voilà, donc c'était une suggestion parmi tant d'autres. Alors, on écoute Donald Trump qui est en train de prendre la parole, on casse l'antenne. Built the military and rebuilt it and made it really strong. And my first administration, along with a lot of other things we did, we had a great first term. And now we're using it. Unfortunately, we have to. But you're seeing how great it is. There's no military like it on earth, not even close. Militaire aussi forte que and la we're nôtre. doing very well in Iran, you see. Et nous réussissons très bien notre opération. On voit les résultats en Iran. Et ça a été incroyable. Avec 42 navires qui ont été touchés, certains de très gros navires.
Nous avons aussi abattu des avions, nous avons aussi anéanti leurs moyens de communication. Je ne sais même pas s'ils arrivent à communiquer, j'imagine qu'ils vont trouver une solution, enfin en tout cas ils pataugent un petit peu en ce moment. En tout cas voilà, ce sont des gens qui sont très cruels, méchants. On a vu tous les morts qu'ils ont causés depuis 47 ans et il fallait faire quelque chose. Ils étaient très proches de se doter de l'arme nucléaire. Ils l'auraient obtenu si on n'avait rien fait, mais notre B-2 les a frappés pendant l'opération Midnight Hammer. C'était il y a 8 mois. On les a empêchés d'obtenir cette arme nucléaire. Et comme ils sont fous, ils s'en seraient servis. Donc on a rendu un grand service au monde. Et sur une échelle de 0 à 10, je pense que notre réussite, elle est excellente. On est à 15 sur une échelle de 0 à 10 en termes de succès. Donc on s'en sort vraiment très très bien. Et je veux remercier toutes les personnes qui participent. Après cet événement, je vais me rendre à Dover pour une cérémonie très triste. On va accueillir les familles des héros qui reviennent d'Iran, qui reviennent d'une autre manière de ce qu'ils avaient probablement imaginé, mais ce sont des grands héros de notre pays. Quand il y a une guerre, il y a toujours des morts. On va veiller à ce qu'il y en ait le moins possible. Et nous allons rendre un service gigantesque au Moyen-Orient et au monde entier parce que les dirigeants iraniens étaient des grands malades. Nous avons ici des dirigeants du monde qui nous rejoignent aujourd'hui pour ce sommet Shield of the Americas. C'est un sommet sur lequel Marco Rubio travaille depuis un certain temps. C'est un sommet très important. C'est une région du monde qui est très importante pour nous. Cela fait plaisir pour nous d'être en compagnie de ces pays. Je me souviens que j'étais à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. On m'a dit c'est combien de temps de vol? 19 heures. Et maintenant, là, je peux faire des vols de seulement 2 heures et rester dans des pays qui sont amis. Bref, aujourd'hui, c'est une journée historique avec cette coalition militaire pour éradiquer les cartels. Vous me disiez tout à l'heure dans les coulisses que les cartels étaient en train de souffrir de notre intervention et là on pourra le faire, on frappera encore plus fort, on frappe les bateaux. Alors il y a plus grand monde qui vient par bateau, on a fait ralentir l'entrée de la drogue par nos ports. On essaye de regarder quels sont les 4% restants qui continuent à passer par la mer. Ces 4%, c'est les gens les plus courageux du monde ou alors c'est des gens qui ne regardent pas la télévision. Toujours est-il qu'on va poursuivre notre coopération militaire pour lutter contre les cartels. On a des cartels qui se développent très rapidement dans cette région, en partie à cause du trafic de drogue. On a le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, qui est là, qui fait un travail remarquable. On est très fiers de toi. On a des représentants de 17 pays. Voilà, pour les premiers mots de Donald Trump, on interrompt parce que là, il est dans un sommet avec les pays du continent américain dans leur grande globalité pour évoquer cette lutte contre les cartels et le narcotrafic qui est l'autre cheval de bataille ces derniers mois du président américain. Nous rendons un grand service au monde, a rappelé Donald Trump. 42 navires iraniens, nous rappelle-t-il également, qui ont été touchés. L'indice de satisfaction sur une échelle de 0 à 10 est à 15. Mon commentaire sur les mots de Donald Trump. C'est du Trump. Il dit vrai. Il dit vrai, ils ont détruit en 7 jours la force navale iranienne. Ils ont éliminé le guide suprême et compagnie. Ils ont fait des prouesses. On ne s'y attendait pas que l'armée des révolutions, l'armée des gardiens de la révolution s'effondre aussi rapidement devant. Et tous leurs calculs étaient faux.
tous leurs calculs. Ils ont compté énormément sur la Russie, ils ont compté énormément sur la Chine, c'était faux. Ils ont compté sur leurs forces navales, c'était faux. Ils ont compté sur l'apathie des Iraniens à l'étranger, c'était faux. La solidarité que les Iraniens de la diaspora ont montrée envers leurs compatriotes iraniens était phénoménale. Donc, bon, la liste est longue, je ne vais pas entrer dans tous leurs mauvais calculs, mais ils se sont trompés sur toutes les lignes. Et d'ailleurs, je finis tout simplement par dire une chose. On n'arrêtait pas pendant de longues années, en France, j'entendais de la part des soi-disant spécialistes qui n'arrêtaient pas d'admirer les grands négociateurs hors pair qu'étaient les Iraniens, les dirigeants iraniens, ceux qui savent négocier, ceux qui ont une sagesse diplomatique. Leur sagesse diplomatique, c'est qu'en 7 jours, ils ont mis toute la région contre eux. Ils ont créé une coalition contre eux. Et ce matin, quand le président Pezeshkian, il vient un petit peu pour se rabibocher avec les pays voisins... Sauf que dans le même temps, il bombarde l'aéroport de Dubaï. Ça, c'est extraordinaire, ce qu'il a fait le président iranien ce matin. Ça montre qu'il y a quelle dichotomie est à l'intérieur du régime. Lui, il vient s'excuser et c'est les postérons qui ne l'écoutent pas, il bombarde les pays. Donc, vous voyez qu'on n'est plus du tout en face d'un régime solide, mais on est en face des groupes qui sont en train de s'entre-déchirer. Et c'est pas plus mal pour la population iranienne. Absolument. Donald Trump, qui avant de prendre la parole depuis la Floride ce matin, a réseauté, a tweeté sur ses réseaux en rappelant notamment que l'Iran serait frappé très fort aujourd'hui. Vincent Arbarati, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va poursuivre le ciblage de cibles qui semblent secondaires, mais qui sont très importants pour le fonctionnement à l'intérieur de l'Iran, qui est un très grand pays. Je me rappellerai aussi qu'au début des années 50, le Shah d'Iran avait beaucoup de mal à établir son autorité sur l'ensemble du territoire. Et donc il y avait des expéditions militaires iraniennes qui partaient de Téhéran et qui allaient soit vers l'Azerbaïdjan iranien, soit vers le Kurdistan, ou soit dans d'autres régions. Donc l'Iran, c'est un empire, il y a une dizaine de cultures différentes. Et donc s'il n'y a plus de coordination entre Téhéran, la capitale, qui est une capitale d'empire, très nombreuse, avec de nombreuses institutions, eh bien, c'est la dissolution de la République islamique d'Iran. Et donc, ça se terminera tôt ou tard par une chute du régime actuel. Alors, le souci, c'est qu'évidemment, il faut éviter l'éclatement en plusieurs sous-régions, mais ça, ensuite, c'est aux Iraniens de le voir. Les Américains ou les Israéliens peuvent aider, bien entendu, mais leur but de guerre est un peu différent. Je ne pense pas que le but de guerre, si tant est qu'il soit affichable, soit un changement de gouvernement, mais ça va se traduire par un changement de gouvernement. Puisque pour Israël, ce qui compte, c'est qu'il y ait un gouvernement comme celui du Shah qui reconnaisse l'État d'Israël et qui ne veuille pas le détruire, donc ce serait déjà pas mal. Et puis pour les Américains, ils l'ont dit clairement, ils veulent d'un Iran avec lequel ils puissent négocier et qui puissent se raccrocher, à la limite, même s'il y a des différences religieuses avec l'Arabie. Alors c'est compliqué parce que traditionnellement l'Arabie Saoudite et l'Iran sont deux concurrents dans un domaine religieux et chacun veut avoir l'Oumma réunifié. Mais justement, Donald Trump veut s'éloigner de ces domaines religieux et faire en sorte que les gens puissent commercer ensemble. Alors c'est très optimiste, mais c'est pas non plus hors de portée. Absolument. Et je mettrais aussi 15 sur 10, puisque tous les experts, y compris les experts militaires, qui disaient « mais non, il y a des planifications militaires, ça ne pourra pas marcher ». Et là, c'est un nouveau type de guerre, et d'ailleurs qui existe depuis un certain temps, mais à petite échelle, c'est le renseignement qui conduit les opérations militaires. C'est-à-dire que vous avez... Ce ne sont plus que des opérations militaires, ce sont des opérations, je dirais, civilo-militaires, où le renseignement, si vous voulez, le déclenchement de l'opération a été cette opportunité stratégique d'avoir tout le monde réuni dans le même... Et ça a été, c'est parti. Il n'y a pas eu de militaire pour dire « oh, on n'est pas prêt ». Mais justement, vous êtes historien militaire. Oui. Dans toute l'histoire militaire, moi, j'ai jamais vu une guerre qui commence par l'élimination du chef de l'État, du ministre de la Défense, du chef de l'armée, du chef de la force paramilitaire, les gardiens de la Révolution, dans les 48 premières heures. Non, c'est pas possible. Et dans les 5 premières minutes. Et ça, c'est lié à la technologie, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, à la synchronisation et à l'extrême organisation, renseignement bien sûr, mais à l'extrême bonne organisation des armées américaines et israéliennes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Comment dire ? Alors, et puis, autre chose, le chef d'état-major, Kane,
C'était un peu comme le colonel Pétain de 1914. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait revenir il était mis à la retraite, ils l'ont fait revenir, Donald Trump l'a fait revenir parce qu'il s'était signalé par il avait été très efficace dans les luttes contre le terrorisme au Moyen-Orient. Donc on fait venir des militaires compétents, y compris ceux qu'on a mis à la retraite, au lieu d'utiliser la loi normale de l'avancement, on se retrouve avec quelqu'un. Là, il y a l'opérationnel qui prime dans l'armée américaine. Tout le monde critique souvent l'armée américaine, disant oui, ils sont pas guerriers, tout ça. Non, mais de toute façon, dans une armée moderne, il faut 5 logisticiens pour un combattant, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et c'est d'ailleurs la preuve en est, c'est que les logisticiens, ils risquent leur peau autant que les autres. La preuve en est, les 6 corps des héros et non pas des victimes qui reviennent. Et là, je n'aime pas le vocabulaire de victime qu'on utilise souvent sur les chaînes françaises. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des héros. Ce sont des soldats qui servent leur pays et qu'on soit logisticien, moi j'ai des transmetteurs, fantassins, légionnaires de ça, on est tous là pour la même chose. Donc ce sont des héros qui ont sacrifié leur vie pour leur pays. Un dernier mot justement concernant ces héros que vous évoquez, parce que d'un jour à l'autre, suivre la stratégie et les déclarations de Donald Trump, c'est très compliqué. Il parlait de troupes au sol hier en disant que ça n'avait pas d'intérêt, que ça n'arriverait pas. Aujourd'hui, il a ouvert un peu plus la porte à des troupes au sol et ne l'exclut plus. Est-ce que c'est nécessairement la prochaine étape pour finir, et je vais dans le sens de ce qui a été dit par Donald Trump ces dernières minutes, et on le voit en bas de l'écran, pour finir de rendre ce grand service au monde et au Moyen-Orient, comme il l'a dit. Est-ce que ça doit passer par cette fameuse intervention qui libérera définitivement cette population? Actuellement, personne ne le sait. Et là encore, je veux casser... Comment on explique que d'un jour à l'autre, ils disent une chose et son contraire? Non, mais ça, c'est bon, il y a le discours du... sa force. Ouais, oui. Sa force ou sa faiblesse, je n'en sais rien. Non, parce que, si vous voulez, d'abord, il ne veut pas faire peur à son opinion publique, et c'est bien normal. Le président Poincaré et Georges Clemenceau étaient dans la même optique. D'autre part, il n'y a pas de plan B. Les gens disent qu'il n'y a pas de plan B. Ah, c'est terrible. Ben non, le plan, il est en train d'évoluer en fonction des circonstances. Et je rappelle la fameuse phrase de Clausewitz que tout le monde oublie, la guerre est un caméléon. Donc pour gagner la guerre, il faut s'adapter aux nouvelles circonstances. Oui, Michel Fayad. Oui, ce qu'il faut savoir avec les Américains, c'est que contrairement aux Français où on a un plan A, et quand le plan A échoue, il y a le plan B, et quand le plan B échoue, il y a le plan C, les Américains, ils ont 10 plans, et ils avancent avec les 10 et ils voient lequel fonctionne. Donc c'est ça, Donald Trump ne change pas à cela. Même s'il va dans tous les sens quand il parle à l'oral, il y a des messages envoyés à son opinion publique. S'il envoyait des troupes, et il y a des messages envoyés à c'est des mois de préparation. Il y a aussi des messages des forces spéciales, vous dites. Il y a aussi des messages. Pas les boys, comme on dit. Mais tout ça, c'est des images. C'est des je m'excuse de le dire. Pardon, Michel, je suis désolé. L'histoire des boys on the ground, ça, c'est des images. Les gens, ils ont tellement habitué à ce qui avait été, y compris les militaires, souvent, même les militaires ne sont pas parfois très originaux. La guerre, elle évolue en fonction de la technologie. Peut-être que dans 20 ans, on aura des robots. Là, il n'y aura plus de problème de mettre des boots on the ground, comme on dit. On aura des robots qui se baladeront tout seuls. On a des drones déjà qui sont télécommandés parfois à des milliers de kilomètres. Donc la guerre, elle évolue. La guerre, c'est un caméléon. Donc le problème, c'est qu'il faut voir tous les spectres. Et comme je l'ai dit sur d'autres plateaux ici, je ne sais plus, avant la guerre, d'ailleurs, la planification américaine, moi je l'ai constaté pour avoir participé à des exercices expérimentaux avec eux, depuis le 11 septembre, ils ont bien connu que l'armée n'était pas suffisante pour défendre les États-Unis. Et de même, l'armée américaine n'est pas suffisante pour porter les intérêts des États-Unis ailleurs. Regardez ce que fait Donald Trump avec les autres États américains. Eh bien, il unifie les services douaniers, les services de police, les services de banque. Tout ça, ça fait partie du combat, de la guerre. La guerre, c'est pas uniquement des gens qui vont se battre contre d'autres personnes. Et la guerre évolue. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, ce qu'on voit bien, c'est que les soldats qui sont tombés, ce sont des logisticiens, et que les pilotes, et Dieu merci, se sont sortis, et que les seuls avions qui ont été abattus par les Américains ont été abattus par des alliés. C'est quand même et d'où l'importance technologique. Par le Koweït, nous sommes d'accord. Par le Koweït, oui, mais ça aurait pu être un autre pays. C'était une erreur. Et oui, mais une erreur évidemment, mais ce qui prouve que la guerre moderne, elle se fait pas n'importe comment. Il suffit pas d'avoir envie d'y participer pour y participer, parce que les Américains, étant ceux qui coordonnent l'ensemble des opérations sur le théâtre, ils veulent bien ou pas. Actuellement, ils n'ont pas besoin d'avions français, d'avions koweïtis ou d'avions. Ils font leur guerre avec les Israéliens et avec leurs avions. Et ça leur suffit. Michel, oui, pardon de vous avoir interrompu. Oui, non, je voulais ajouter simplement que c'est aussi un message que les Américains veulent envoyer aux Iraniens, enfin à la République islamique d'Iran, en leur disant « Vous croyez qu'on ne veut pas descendre sur le terrain ? Eh bien, on pourrait descendre sur le terrain. Vous ne pensez pas qu'on est là pour une guerre longue ? Eh bien, on est prêt à y aller pour 4 semaines, 6 semaines, plus que 6 semaines. » En fait, il envoie tous ces messages. À la fois, il y a des messages qui sont
vers l'opinion publique américaine, et il y a des messages qui sont envoyés à la République islamique d'Iran. Parce que si la République islamique d'Iran pense qu'il veut une guerre courte, alors ils vont essayer de l'allonger. S'ils pensent qu'il ne va pas aller sur le sol, ils vont essayer de le pousser vers le sol pour qu'il arrête. Alors que lui, là, il est en train de leur effacer tout leur... tout leur préconçu en leur disant « moi je suis prêt à aller sur le terrain, moi je suis prêt à une guerre longue ». En fait, c'est des messages qui sont envoyés à la République islamique d'Iran, tout en envoyant aussi des messages à son opinion publique. Et puis il y a une chose sur l'avancement dans l'armée américaine qui nous surprend toujours. Il ne faut pas oublier que le général Pershing, qui était le chef d'état-major américain en France, juste avant, il était lieutenant-colonel. Il est passé lieutenant-colonel à 4 étoiles. Là, chez les Américains, ce qui compte, c'est la compétence. C'est pas l'avancement administratif. Quand on a réussi l'école de guerre, on n'a pas réussi l'école de guerre, tout ça. À l'intérieur de l'armée américaine, c'est l'efficacité qui compte. C'est pas les étiquettes. Voilà. On aime à la... Regardez, dans l'armée française, on a eu Bijard, il avait son certificat d'études et c'était un combattant exceptionnel. Je voudrais qu'on reparte vers l'actualité et l'autre front qui se trouve au sud du Liban et à Beyrouth, puisque vous le savez que le Hezbollah libanais et Israël s'échangent coup pour coup ces dernières heures. Et je voulais qu'on évoque cette actualité avec Petit Sam qui est avec nous. Pardon si j'écorche votre prénom, madame, je ne suis pas certain de la prononciation. Vous êtes au Liban et vous êtes dans une situation qui est relativement complexe parce que, et vous m'arrêtez si je dis une bêtise, votre mari est libanais, vous faites régulièrement des allers-retours avec le Liban. Vous êtes sur place depuis quelques semaines parce que, et félicitations à vous, vous venez de mettre au monde un bébé, donc bravo pour ce magnifique acte, l'acte ultime, j'ai envie de dire, mais les conditions dans lesquelles vous êtes sont compliquées. Vous étiez ces derniers jours à Nabatieh, qui est une ville du sud du Liban, et comme une grande partie de la population, des centaines de milliers de personnes, vous avez dû fuir pour aller plus au nord, à Saïda. Vous avez trouvé un logement, mais évidemment que ces dernières 48-72 heures sont extrêmement compliquées, surtout pour une jeune maman que vous êtes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vivez les dernières heures? Est-ce que vous avez dû endurer ces dernières heures également? Qu'est-ce que je vis ces dernières heures? Beaucoup de crainte, beaucoup de peur. Nous sommes tous stressés. Comment vous dire? Comme vous avez pu le dire, on a dû évacuer notre logement en urgence. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a trouvé un logement de fortune, mais au moins on a un toit. On a trouvé un logement de fortune et je ne pense pas qu'on soit tant en sécurité parce qu'on entend les bombardements, on entend les avions de chasse. Donc avant-hier, nous avons reçu un message vers 15h comme quoi il fallait évacuer la banlieue sud de Beyrouth. Nous ne sommes pas concernés parce que nous ne nous trouvons pas à Beyrouth mais à 40 km. Nous avions le souffle coupé pendant plusieurs heures en attente des bombardements. Donc apparemment notre président, M. Emmanuel Macron, a discuté avec le président libanais et du côté d'Israël également. Vers 21h, on a commencé à entendre les avions de chasse partir en direction de Beyrouth. Puis je vous avoue qu'on était vraiment très très mal et très stressés parce qu'on a quand même plus de 300 000 civils qui ont dû évacuer en l'espace de quelques heures. Ça a été une exode vraiment sans précédent. La nuit dernière, on a été bercés par les avions de chasse également, et puis on est toujours dans la crainte parce qu'on ne sait pas quand et où ça va tomber. Donc voilà, j'ai pu, pour ma part, sortir 3 fois. Donc Saïda, j'ai pu sortir et j'ai vu le chaos. Voilà, le chaos à l'extérieur, des gens qui dorment à même le sol, des familles coincées, d'autres qui restent dans les commerces ouverts pour pouvoir passer la journée en attendant la nuit, et la nuit, dormir dans les voitures. C'est très lourd et très angoissant. Comment ça s'est passé précisément? À quel moment vous avez reçu une injonction, une alerte vous disant à l'endroit où vous êtes, vous devez partir? Combien de temps ça vous a pris pour partir? Comment vous êtes organisé? Comment vous avez trouvé ce logement de fortune à Saïda? Comment on s'organise quand du jour au lendemain sur son smartphone on reçoit « vous allez être bombardé, faut partir ».
S'organiser, c'est très compliqué. Moi, j'ai l'impression d'être plutôt dépassée par la situation. Donc la nuit de dimanche à lundi, nous n'avons rien reçu. Nous avons été réveillés par les bombardements, donc c'était incessant et proche. On a ouvert toutes les fenêtres, donc au domicile de mon conjoint. On a dû ouvrir toutes les fenêtres, bloquer les portes. Mon premier réflexe a été d'appeler l'ambassade française qui nous a déconseillé de se déplacer alors que le village était à évacuer. D'éviter de rester proche des fenêtres. Donc, nous avons pris la route. Habituellement, on met environ 30 à 40 minutes pour arriver à Saïda. On est resté 6 heures sur la route. Il y avait un monde incroyable. Il y a une seule autoroute au Liban. Toutes les voies étaient prises. Il y avait des gens qui remontaient la route vers le nord à pied, avec des familles, des gens entassés dans des camions-bennes. C'était assez impressionnant. Mon conjoint a réussi à trouver ce logement à Saïda grâce à des contacts. Ça a été assez compliqué. On a attendu plusieurs heures. On a eu ce logement en fin d'après-midi, le lundi. Et le message concernant Beyrouth, on n'a pas été, nous, touchés directement par le message, étant donné que nous ne sommes pas sur Beyrouth, mais on a pu voir sur les fils d'actualité. On est très connectés pour voir tout ce qui se passe, être alertés de tous les messages et tout ce qu'il faut qu'on fasse pour se protéger. Quel âge il a, votre bébé? Comment il se porte? Ma petite, elle a 3 mois. Ma petite, elle a 3 mois. Elle se porte bien. J'essaye de la protéger au maximum. On a été bombardé à quelques mètres il y a 3 jours. Et puis, je vous avoue que c'était assez impressionnant, les retentissements, les tremblements. Du coup, on a reçu une alerte comme quoi il y allait de nouveau avoir des frappes à proximité du lieu où on se situe. Donc, à ce moment-là, on a eu le réflexe de se placer dans le corridor. À côté de murs, on a ouvert toutes les fenêtres et puis on était dans l'attente pendant 2 heures. Un dernier mot, si vous l'acceptez, avant de vous libérer. Qu'est-ce qu'ils disent, les Libanais, ces dernières heures? Ils se disent que ce qui est en train de se passer, c'est un mal nécessaire pour en finir définitivement avec cet ennemi de l'intérieur qui est le Hezbollah, où il y a une amertume qui est en train de monter contre Israël, et qui pourtant fait un travail, enfin je sais pas votre opinion et je veux pas la préempter, mais qui fait un travail nécessaire dans le sud du Liban pour délivrer justement ce pays de cette influence islamiste terroriste. Quel est le pouls de la population? Qu'est-ce qu'ils se disent? Vers qui ils se tournent? Vers qui cette colère se tourne principalement? Alors écoutez, moi pour ma part, j'ai pu sortir 3 fois et observer ce qui se passe autour de moi. J'entends aussi ce qui se dit à côté de moi. Je pense qu'il y a une grande fatigue. Le peuple libanais est fatigué. Ça fait à peu près 5 ans que je fais des allers-retours entre la France et le Liban. Et j'ai toujours entendu parler de la force d'esprit des Libanais, de cette résilience, cette fameuse résilience. Je pense qu'aujourd'hui, cette résilience a disparu. Les gens sont fatigués, les gens sont épuisés de devoir vivre ça constamment, de devoir quitter leur logement. De devoir vivre dans des circonstances catastrophiques, dans des conditions catastrophiques. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il faut que le Hezbollah disparaisse du territoire libanais? Alors, niveau politique, moi, je ne m'occupe pas de ce qui se passe ici. Donc, voilà. Après, il faudrait voir directement ça avec les Libanais. Mais je ressens une grande fatigue. Une grande fatigue des gens, de la population, de la tristesse. Merci beaucoup en tout cas, petit Sam, d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite du courage parce qu'on sait que c'est compliqué, d'autant que je le rappelle, vous êtes une toute jeune maman. On embrasse votre petite famille et on vous souhaite bien du courage dans ces temps troubles et on vous souhaite surtout de regagner la France le plus tôt possible comme vous le demandez. Michel Fayad qui a écouté très attentivement ce témoignage, qu'est-ce que vous retenez de ce que vient de nous dire cette jeune femme? Oui, je voulais dire quelque chose, c'est qu'elle dit qu'elle vient de Nabatiyé, enfin que sa famille vient de Nabatiyé. Nabatiyé, c'est un des villages les plus importants du sud Liban en termes de population. C'est un village chiite. Et Saïda, là où elle s'est réfugiée, est une grande ville du Liban qui est sunnite.
Et sunnites et chiites au Liban ne vivent pas ensemble. Ils vivent toujours de manière séparée, ou alors il faut qu'il y ait des chrétiens qui vivent entre eux. Donc vous pouvez trouver des villages chrétiens sunnites, chrétiens chiites, jamais des villages sunnites chiites. Vous trouvez donc des villages chrétiens sunnites chiites. Et donc si elle dit qu'il y a des gens à même le sol qui ne trouvent pas de lieu où habiter, c'est justement à cause de ça. Sunnites et chiites seuls ne s'entendent pas. Et c'est pour cela que tout à l'heure, je vous ai dit... Il faut que les chrétiens fassent cette médiation permanente. Les chrétiens sont le lien et le liant au Liban. Et si jamais on laisse trop longtemps ces populations chiites chez les sunnites, alors là, il y aura des affrontements. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, il faut que ça aille vite et qu'il n'y ait pas une présence de ces déplacés de manière trop prolongée dans les régions où ils ne sont pas, disons, chez eux. Ça peut envenimer évidemment durablement la situation. On continue de discuter, on est sur les points sensibles de cette actualité qui nous tient en haleine malheureusement depuis 8 jours maintenant, 16h pile d'abord, l'essentiel de ce qu'il faut retenir avec Sandra Chiombo. On a rendu un grand service au monde. Ce sont les propos de Donald Trump qui se félicite de l'opération menée en Iran et promet que le pays va être très durement frappé aujourd'hui. Le président américain a menacé d'étendre les frappes à des zones et des groupes de personnes qui n'avaient encore jamais été considérés comme des cibles. L'Iran affirme avoir ciblé dans le Golfe un pétrolier battant pavillon des îles Marshall. Le Louis P a été touché par un drone, selon les gardiens de la Révolution. Plus tôt, ce matin, un autre pétrolier nommé Prima a quant à lui été frappé par un drone explosif dans cette zone. Et puis l'armée israélienne appelle les habitants d'un quartier de Tyr à évacuer avant une frappe sur des infrastructures militaires du Hezbollah dans le sud du pays. Une organisation qu'elle qualifie de terroriste dans un message accompagné d'une carte des secteurs visés. Sandra Chiombo, rendez-vous dans 30 minutes. Je salue Mériadec Raffray qui nous a rejoint. Bonsoir, bonjour. 16h. Bonjour, on va la tenter comme ça. Pardon pour ce petit trait d'humour spécialiste des questions de défense. On continue de décrypter l'actualité alors que bien sûr Manas Chirali est toujours avec nous, sociologue spécialiste de l'Iran, Vincent Arbaretier, historien militaire, docteur en sciences politiques, François Costantini, géopolitologue spécialiste du Proche-Orient et Michel Fayed qu'on vient d'entendre, analyste politique franco-libanais. Le président iranien qui a pris la parole ce matin, on continue de dérouler les dernières déclarations alors qu'on entendait Donald Trump il y a une quinzaine de minutes, le président iranien qui, malgré la menace israélo-américaine, malgré ses coups de boutoir incessants depuis 8 jours, dans cette propagande qui est la sienne, rappelle que l'Iran ne capitulera devant personne, ni américain, ni israélien. Les ennemis peuvent emporter dans leur tombe leur souhait de voir le peuple iranien se rendre. Je dois présenter mes excuses en mon nom propre et au nom de l'Iran aux pays voisins qui ont été attaqués par l'Iran. Le Conseil de direction provisoire a décidé hier qu'aucune autre attaque ne serait menée contre les pays voisins et qu'aucun missile ne serait tiré à moins qu'une attaque contre l'Iran ne soit lancée depuis ces pays. On va revenir sur cette déclaration dans une seconde, mais je voudrais qu'on repasse par la frontière libano-israélienne où nous attend Régine Delfour. Côté israélien, des bombardements dans le sud du Liban. Régine, on le voit en bas de l'écran. Vous l'avez évoqué avec nous il y a une petite heure déjà. On voyait ces panaches de fumée derrière vous. Tsahal qui continue donc de pilonner le fief du Hezbollah et le sud du pays. Que pouvez-vous nous dire de plus sur les 60 dernières minutes écoulées ? Oui, absolument. En fait, Julien, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de bombardements. Alors, il y a les bombardements aériens, mais il y a aussi beaucoup de tirs d'artillerie que nous entendons vraiment d'une façon extrêmement régulière. En fait, c'est un petit peu derrière. On a vu plusieurs gros épais, nuages de fumée. C'était assez impressionnant. Faut savoir, en fait, Julien, pour que vous rendiez un petit peu compte de là où nous nous trouvons, nous sommes vraiment dans un village qui fait face au village libanais. Ce sont ces villages où nous trouvons qui sont attaqués par le Hezbollah. Donc il a été demandé d'ailleurs aux habitants d'évacuer puisque le Hezbollah a menacé de lancer donc des roquettes dans ces villages qui sont à moins de 5 km. Et donc Tsahal, l'armée israélienne, donc continue de sécuriser donc les villages vraiment en bordure de frontières. Et puis l'objectif évidemment de Tsahal, c'est de désarmer le Hezbollah de façon à ce qu'il ne représente plus jamais une menace pour Israël.
Merci beaucoup, Régine Delfour, pour les précisions sur place. Yadek Rafray qui vient de nous rejoindre. On a bien compris que la banlieue sud de Beyrouth, c'était le fief du Hezbollah. Quelle est la stratégie dans le sud du Liban? Qu'est-ce qui est visé concrètement? Ce sont des lanceurs de missiles, des points stratégiques militaires? À quoi correspondent ces frappes de Tsahal dans le sud du pays? Je parle pas de la banlieue de Beyrouth. Hein. On a bien compris qu'il y a le fief du Hezbollah. Bon, en fait, c'est assez simple, assez clair. Hein. Le Tsahal va vouloir, en fait, augmenter je dirais, le territoire qui lui permet d'être plus ou moins en sécurité, mettre en sécurité, en fait, les gens qui sont de l'autre côté de la frontière, donc côté israélien, de cette fameuse ligne bleue qui matérialise la frontière. Et en fait, ce qu'on ne maîtrise pas encore, c'est le nombre de kilomètres à l'intérieur du sud Liban que Israël va essayer de sécuriser en détruisant tout ce qui ressemble de près ou de loin, en fait, à des positions de tir ou à des endroits où le Hezbollah aurait pu avoir des caches d'armes. En fait, il va aller encore plus loin que ce qu'il a fait en novembre dernier, juste avant le cessez-le-feu de la guerre de 2024. Il avait conservé d'ailleurs 5 positions à l'intérieur du territoire libanais qui lui assuraient de pouvoir réagir rapidement. Bon, à partir de là, il a déjà fait des incursions militaires et ils vont pousser leur avantage pour essayer d'allonger en fait cette bande de sécurité qui permet évidemment de repousser plus loin les tirs du Hezbollah, même si vous avez vu quand même que le Hezbollah est capable aujourd'hui de tirer jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Haïfa, jusqu'à il m'en manque une, jusqu'à Tel Aviv. Jusqu'à Tel Aviv, voilà, merci. Et d'ailleurs, le Hezbollah n'avait pas encore lors de la dernière guerre, il y a quelques mois, n'avait pas encore véritablement utilisé ses armes. Et là, on parle de missiles. Les plus puissantes. On n'est pas sur des roquettes, on est sur des. Tel Aviv, c'est pas des roquettes, hein. Ou alors ce sont des roquettes ultra améliorées. Ah oui, ce sont des missiles qu'on appelle balistiques ou non. Comment on peut les qualifier ces missiles? Quelle est leur capacité de dégâts? Les capacités de dégâts, ça dépend du nombre du nombre de kilos que vous avez, d'explosifs. Donc ça, c'est variable. Mais là, on n'est pas sur du balistique. Hein. On est sur des armes qui sont plus ou moins sophistiquées. Mais le Hezbollah avait en fait développé une capacité à prendre une roquette simple, en fait, et lui agréger un certain nombre de problématiques techniques qui permettent d'en faire une arme guidée, de précision. Et voilà. Donc c'est ça, en fait, aujourd'hui, qui fait évidemment peur à Israël. Et évidemment, il va sans dire que c'est Téhéran qui a permis au Hezbollah de s'équiper, d'en avoir les moyens, que le Hezbollah est totalement piloté par le régime iranien, cela va sans dire. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que s'il en fallait une preuve, on a une preuve concrète que le Hezbollah est aux ordres directs de l'Iran. Je me rappelle avoir posé cette question au patron actuel du Hezbollah, Naïm Qassem, en 2023, qui m'avait donné un grand interview. Et il m'avait dit, non, nous sommes des Libanais, nous sommes dans une perspective libanaise. Bien voilà, preuve est faite, s'il en fallait une encore, que effectivement le Hezbollah, là, dans cette décision de frapper Israël, obéit directement à Téhéran, et en plus dans une logique suicidaire. Alors certains diront ce sont les shahids, d'autres diront ce sont les martyrs, pardon. D'autres diront ce sont des mouvements incontrôlés. Bref, on le voit aujourd'hui, ce qu'il reste du Hezbollah est directement piloté par l'Iran. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus vrai que les autres proxys régionaux de l'Iran sont plus ou moins dans une position attentiste aujourd'hui, contrairement au Hezbollah. Michel, vous vouliez apporter une précision et ensuite je voudrais qu'on reparle des propos du président iranien et de ce que l'on peut dire aujourd'hui du régime. Oui, non, je voulais dire que effectivement le Hezbollah s'est complètement iranisé ces derniers temps puisque depuis en fait la défaite de 2024 et déjà même durant la guerre de 2024, le Hezbollah a intégré en son sein, ou en tout cas la République islamique d'Iran a intégré dans le commandement militaire du Hezbollah des personnalités qui n'ont même pas la nationalité libanaise, qui ne sont même pas libanais, qui sont vraiment des Iraniens. Par exemple, le chef d'état-major du Hezbollah qui a été tué donc à la fin de l'année dernière, fin 2025, était un Iranien. Il n'a même pas un nom libanais, pas de passeport libanais, pas de citoyenneté libanais, et c'était le chef militaire du Hezbollah. Donc c'est assez clair en fait. Ce n'est plus une direction libanaise, c'est une direction iranienne. Et il y a aussi autre chose sur les missiles. Durant la guerre de 2024, Nasrallah prétendait avoir 150 000 missiles
pour le Hezbollah. La plupart de ces missiles étaient à l'est du Liban, dans la Beka, et Israël en a détruit un paquet, mais en tout cas, le Hezbollah n'avait pas eu l'autorisation par la République islamique de les utiliser lors de la guerre de 2024. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Iran a donné le feu vert au Hezbollah, et même parce que les Libanais du Hezbollah ne voulaient pas forcément combattre et ne voulaient pas forcément suivre les directives de la République islamique, alors la République islamique d'Iran a décidé de prendre en main directement le commandement militaire du Hezbollah pour forcer le Hezbollah à agir le jour où Khamenei allait être tué. Aujourd'hui, le Hezbollah, en fait, la République islamique d'Iran, les gardiens de la révolution iranienne présents au Liban, sont en train d'offrir des salaires à des jeunes chiites de 15 ans pour aller combattre Israël, parce que beaucoup des anciens combattants du Hezbollah ne refusent de se battre. En fait, il y a vraiment entre guillemets, une révolution qui est en train d'être faite. C'est les Iraniens ont refait du Hezbollah ce qu'il était à l'origine. Une simple organisation terroriste iranienne dans les mains des gardiens de la révolution iranienne. Et d'ailleurs, cette semaine, il y a le chef on parlait tout à l'heure de la force Al-Quds de Ismail Kani, son représentant au Liban a été tué. Et quand il a été tué, l'armée libanaise, le Hezbollah et Israël ont considéré que celui qui avait été tué était le chef militaire du Hezbollah. Alors là, le message est très clair. C'est vraiment les Iraniens qui dirigent le Hezbollah. Et en fait, le Hezbollah est l'exemple même d'un mouvement idéologique. Ce sont des soldats idéologiques qui sont complètement détachés des intérêts nationaux des pays dans lesquels ils se trouvent, comme leur père dans la République islamique. La République islamique, pendant 47 ans, a pris l'Iran comme un tremplin pour pouvoir régner sur l'ensemble du monde musulman et au détriment total des intérêts nationaux des Iraniens. On voit exactement la même chose chez le Hezbollah libanais et on voit à quel point le lien de parenté entre les ayatollahs et les chiites du Liban est fort. Ils ont fait vraiment des bébés à leur image, exactement à leur image. Et d'ailleurs, Nasrallah, le chef du Hezbollah, disait être un simple soldat dans l'armée de Khamenei. Absolument. C'est très significatif. Il faut prendre leurs paroles au sérieux. Ouais, ne jamais oublier quand même que le Hezbollah n'a jamais reconnu qu'un seul chef, c'est le guide suprême de la révolution islamique. C'est ça. Quand on posait la question ultime du désarmement, Nasrallah et Inkassen ont dit le seul qui peut nous désarmer, c'est Ali Khamenei. Bon, Ali Khamenei n'est plus là. Faute également qu'il faut dire, c'est que le Hezbollah est lié à l'Iran. Et il y a quand même des leurres diplomatiques, notamment de la France, alors ça ne date pas de Macron, mais de Chirac, c'est qu'on a voulu découper le Hezbollah politique du Hezbollah militaire et terroriste, ce qui est une illusion. C'est-à-dire que la branche politique, c'est notamment représentée par Mohamed Rad, qui a été tué il y a 3 jours d'ailleurs par une frappe israélienne. Finalement, il est réapparu. Alors, il a réapparu finalement. Bon, ben, c'est une nouvelle parce qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi il aurait été tué, etc. C'est peut-être l'imam caché. Voilà, s'il a réapparu. Mohamed Rad, notamment le chef, la France a toujours voulu en faire, y compris Emmanuel Macron dans son dernier voyage, un interrupteur privilégié. Or, vous ne pouvez pas dissocier notamment ces deux branches. Absolument. Elles sont imbriquées l'une dans l'autre Absolument. et l'une défend l'autre. Et je dirais même que la branche politique, elle est aussi redoutable parce qu'elle incruste le Hezbollah notamment dans une logique libanaise, et ce qui est beaucoup plus dangereux justement parce que ça rend le Hezbollah beaucoup plus difficile à combattre. Absolument. De quelles informations concrètes est-ce qu'on dispose pour évaluer l'affaiblissement du régime de Téhéran aujourd'hui ? Alors, on voit d'abord qu'il n'y a pas de coordination entre, si on parle maintenant de branche politique et de branche militaire. Il n'y a pas de coordination. Vous avez vu ce matin, le président Pezeshkian annonce quelque chose, et puis tout de suite après, ce sont les frappes militaires sur les pays. Ça ne montre pas de coordination. Ça, c'est un signe extrêmement important. Ensuite, le démantèlement des centres de répression. Ensuite, l'absence de missiles. La plupart des lanceurs ont été visés, ont été détruits. On dit que l'Iran possédait à peu près 600 lanceurs. 200 ont été détruits pendant la guerre de 12 jours. Les 400 restants, sur les 400 restants, 300 ont été détruits aussi depuis 7 jours. Alors, il leur reste encore 100. Je pense qu'ils en profitent un peu avec parcimonie parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils peuvent faire. Mais tout ça montre que quand même, la manière, surtout la manière dont les têtes de régime sont tombées dans les 5 premières minutes de la guerre, ça c'est quand même fascinant, cette absence. C'est-à-dire, je veux juste venir sur ce point et je termine, c'est que on nous a dit, on nous a
beaucoup parlé de pouvoir iranien, de pouvoir de la République islamique, sa capacité d'embraser la région. On voit que finalement, derrière, c'était un château de sable qui n'est pas aussi effrayant qu'on a prétendu l'être. Oui. Moi, je pense en fait il y a des paramètres qui sont d'ailleurs on parlait de planification des Américaines, là on est dans la conduite de l'opération, qui font qu'à partir du moment où les Américains estimeront que tel aspect ou tel autre de la société civile iranienne ou des institutions sera dans le rouge, eh bien c'est là qu'ils utiliseront certaines armes qui ne sont pas encore utilisées, et c'est là où on pourra parler éventuellement de commandos, de gens qui iront, ça a été évoqué je crois d'ailleurs sur ce plateau ce matin, ou hier, je ne sais plus, de gens qui, un peu comme le faisaient autrefois les gens comme Sterling, des gens des forces spéciales, les Américains ont la ressource de gens qui parlent iranien, qui parlent le perse, parce qu'il y a eu une forte présence de réfugiés iraniens. Donc ces gens-là, on les découvrira comme menant des groupes de combat qui iront changer le régime et tout ça. En fait, le tout, c'est une question de dosage. Il s'agit pour les Américains et pour les Israéliens d'ailleurs de ne pas se rendre trop impopulaires en causant trop de dommages collatéraux. Donc il s'agit bien de cibles précises, les plus précises possibles. Il s'agit bien aussi de renseigner le commandement américain et le commandement israélien dans ce qu'on appelle les dommages après les bombardements, ce qu'on appelle en anglais le Battle Damage Assessment, c'est-à-dire on regarde ce qui a été détruit et ce qui n'a pas été détruit, et en fonction de la progression des combats aériens, eh bien, on s'apercevra que tel ou tel système devra être encore davantage combattu. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas dans des plans, on est dans une conduite d'une opération qui est malléable en fonction de ce qu'on veut y faire. Et quand le temps sera mûr, peut-être dans 2 semaines, alors là, vous aurez le temps d'en faire des spéciales, ou dans 3 semaines, eh bien, on verra apparaître des commandos, des forces spéciales, mais d'un type particulier, que les Américains savent très bien faire, et peut-être qu'ils sont à l'entraînement dans un désert aux États-Unis pour atteindre certains objectifs que les bombardements n'auront pas pu, et les services secrets sur place n'auront pas pu atteindre. Surtout cet attachement nationaliste sur lequel les dirigeants iraniens avaient beaucoup compté, en disant qu'une fois que le pays est menacé, les Iraniens vont se solidariser avec l'État. Ça ne s'est pas produit, contrairement à toutes les prévisions des grands spécialistes qui ont compté sur le nationalisme iranien. Tout le contraire, le nationalisme iranien s'est retourné contre la République islamique et a félicité les attaques sur la République islamique. D'ailleurs, Trump a dit que 3000 objectifs avaient été atteints. Ça réduit au fur et à mesure la capacité du régime à réprimer sa population. Mais par ailleurs, on a entendu il y a 5 minutes le président Pezeshkian, pardon pour la prononciation, François Costantini, dire qu'à aucun moment l'Iran ne se rendra. Trump a rétorqué, ou plutôt avait d'abord parlé en disant qu'il souhaitait la capitulation de ce régime. On se rend compte finalement qu'aujourd'hui l'Iran est dos au mur, et c'est pour ça qu'il fait aussi peut-être le choix de cette stratégie du chaos au Moyen-Orient. Oui, totalement. De toute façon, Pecharian, en plus, qui lui n'a pratiquement aucune marge de manœuvre, il était sous contrôle du guide suprême. Il faut rappeler que le président de la République au Liban, c'est un fonctionnaire de l'État, c'est un secrétaire qui en Iran, pardon. Il n'a tutelle ni de l'armée, ni des passes d'Aran, ni des services de renseignement, ni de la police, ni de la justice. C'est juste en quelque sorte un représentant. Alors là, on est dans une guerre en quelque sorte de la communication, une guerre de la montée en quelque sorte en puissance d'un côté comme l'autre. On a utilisé le président pour une raison, c'est pour essayer d'amortir en quelque sorte le choc vis-à-vis des monarchies du Golfe qui là véritablement ont été prises à rebrousse-poil par l'Iran, ce qui est une erreur stratégique colossale à mon sens. Là qui pourrait être basculé parce que on nous raconte que les États-Unis sont isolés, ils ne sont pas isolés du tout. C'est au contraire l'Iran qui est cerné aujourd'hui par toute une série de pays qui lui sont hostiles traditionnellement, mais qui n'étaient pas dans une logique d'affrontement. Alors que là, ils sont quand même dans une logique de défense. Je rappelle quand même qu'il y a eu bombardement de Dubaï, de l'aéroport de Dubaï, qu'on vise au-delà, notamment des places américaines. Et je pense que le régime iranien ici joue en quelque sorte d'un dernier coup de poker. Il va essayer de jouer la contradiction qu'il présuppose, lui notamment, de ces pays, ces monarchies arabes qui sont pour lui prétendument musulmanes, mais alliés aux États-Unis, alliés à l'impie en quelque sorte, et qui sont entre guillemets, à ses yeux, délégitimes.
La dernière carte, c'est peut-être jouer les héros arabes, les opinions arabes, mais je peux vous dire que l'opinion arabe, c'est quelque chose de fragmenté, c'est quelque chose qui n'a jamais véritablement existé dans l'histoire. C'est la grande différence d'ailleurs avec la guerre des 12 jours. Hein. Vous avez parfaitement raison de souligner que le président de la République a une fonction décorative, mais le fait est qu'après la mort de Khamenei, il est entré dans le Conseil de la guidance. Aujourd'hui, Pezeshkian n'est pas simplement un président de la République, il joue aussi le rôle entier, parce qu'ils sont 3, il joue le rôle de la guidance de la... Et justement, c'est en cela qui est important, parce que même en tant que guide, sa parole n'a pas de poids. Et il dit quelque chose et les commandants des gardiens de la Révolution le contredisent et montrent à quel point, même en tant que guide, on ne le respecte pas et sa parole ne peut pas passer. Oui, je pense... Allez-y. Oui, je pense qu'on lui avait mis une oreille dans l'oreille, je pense, à ce moment-là. Je pense qu'il a plutôt répété, en effet, les éléments de langage. On l'a utilisé, lui, notamment. Il a plutôt répété les éléments de langage des passes d'Aran et du guide suprême. Hein, non, je pense que là, aujourd'hui, à la tête de ce pays, il n'y a pas de guidance, tout simplement. Je voudrais qu'on reste sur ces pays du Golfe qui sont un petit peu la nouvelle donne dans cette guerre, comparée à Mériadec Rafray, à ce à quoi on avait assisté pendant la guerre des 12 jours en juin, où les frappes iraniennes se concentraient exclusivement sur Israël. Là, c'est différent et on ira sur place près du détroit d'Ormuz avec nos journalistes dans un instant pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a un vrai choix politique d'envoyer, je crois qu'on est à 60-40, hein, c'est-à-dire 60% des missiles iraniens sont envoyés vers les pays du Golfe et 40% vers Israël. Donc il y a un vrai choix politique et nous qui évoquions au premier jour de guerre une espèce de stratégie cacophonique, illisible, tout azimut, en fait c'est une stratégie qui est parfaitement définie par le régime iranien. Il y avait déjà eu une alerte lors de la guerre des 2 jours. À la fin des guerres des 2 jours, il y avait eu un échange de tirs symboliques entre l'Iran et une des capitales du Golfe Persique que vous évoquez. Moi, je pense qu'il y a évidemment une volonté de ceux qui, s'il y a encore une stratégie coordonnée en Iran, que ceux qui font cette stratégie, d'affoler évidemment les opinions publiques du Golfe Persique et de leur dire attention, on a les moyens de vous faire très très mal. Ce que l'on constate quand même aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup de tirs, mais tous ces tirs n'ont pas touché, à ma connaissance, ou en tout cas de manière anecdotique, des centres névralgiques dans ces pays. Il suffirait par exemple d'une marée noire importante dans le détroit du Golfe d'Ormuz pour provoquer un problème d'eau douce, par exemple au Qatar, qui n'a pas d'eau douce et qui a uniquement des usines de désalinisation. On sait qu'au Qatar, il y a deux infrastructures énergétiques à toucher pour mettre le Qatar par terre. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a une volonté iranienne en fait d'affoler les monarchies du Golfe. Elles font effectivement le présupposé que celles-ci sont elles sont prises entre deux feux, c'est-à-dire préserver une forme de stabilité au Moyen-Orient pour ne pas mettre en défaut leurs économies qui, pour certaines d'entre elles, sont relativement fragiles. Et de l'autre côté, effectivement, peut-être y voir une volonté de revanche sur l'Iran qui leur a toujours causé un problème. On est dans cette séquence-là, c'est une séquence dont il est bien difficile aujourd'hui d'expliquer de quel côté elle va pencher. Est-ce que dans les jours qui viennent, on va assister à un effondrement rapide des défenses iraniennes ou au contraire, est-ce qu'on va avoir une extension en fait, de ce que l'on aperçoit aujourd'hui, de ce qui s'esquisse aujourd'hui? Moi, pour l'instant, je ne sais pas répondre à cette question. La nuit est tombée sur le détroit d'Ormuz, comme vous le voyez sur cette image de Pauline Trefzer, qui est avec nous. Bonsoir pour vous, Pauline, aux abords du détroit d'Ormuz. Je viens vous voir dans une seconde. Je voudrais juste qu'on entende le président Pezeshkian, parce que c'est important par rapport à ce que vous allez nous dire dans une seconde. Le président iranien qui a prononcé des excuses ce matin envers les pays du Golfe pour les frappes qui ont touché ces différentes monarchies ou émirats, alors que dans le même temps, des infrastructures civiles de ces mêmes pays étaient en train d'être bombardées par l'Iran. Écoutez-le. Je dois présenter mes excuses en mon nom propre et au nom de l'Iran aux pays voisins qui ont été attaqués par l'Iran. Le Conseil de direction provisoire a décidé hier qu'aucune autre attaque ne serait menée contre les pays voisins et qu'aucun missile ne serait tiré à moins qu'une attaque contre l'Iran ne soit lancée depuis ces pays. Et dans le même temps, Pauline Trefzer, ce sont les États de Bahreïn ou encore de Dubaï, avec des structures qui vont bien au-delà des intérêts américains qui ont été visés par l'Iran.
Oui, tout à fait, Julien. Alors en réalité, les pays du Golfe sont toujours impactés puisque, premièrement, le régime iranien continue de frapper les infrastructures américaines. On vient de l'apprendre, de fortes détonations ont retenti à Manama, la capitale du Bahreïn. Alors nous n'avons pas plus d'informations pour le moment, mais l'on sait que le régime islamique tente de déstabiliser les ambassades américaines dans la région. Aujourd'hui, 15 missiles balistiques ont été interceptés aux Émirats arabes unis. Et puis, dans un second temps, vous l'avez dit, ce sont les intérêts des pays du Golfe qui sont eux aussi touchés. On l'a vu ce matin, l'aéroport de Dubaï a été ciblé par un drone iranien. Ces derniers jours, des usines de dessalement de l'eau ont aussi été touchées, alors qu'on sait que l'eau potable dans le Golfe iranien provient majoritairement de ces usines, Julien. Pauline, vous êtes, je le disais, à seulement quelques kilomètres du détroit d'Ormuz. On sait que ce détroit est toujours bloqué, bien que l'armée américaine continue de frapper l'Iran. Oui, alors aujourd'hui, nous n'avons pas entendu de détonation ici à quelques kilomètres du détroit d'Ormuz, mais nous avons bien vu des navires à l'arrêt. On sait qu'une centaine de pétroliers est encore bloquée dans le détroit d'Ormuz. La chaîne logistique ici est toujours très perturbée alors que le cours du pétrole continue, lui, d'être fortement déstabilisé. Ou Pauline Trefzer avec Stéphanie Rouquier, donc aux abords du détroit d'Ormuz. Quand vous visez, Vincent Arbaretier, des aéroports civils, donc en l'occurrence l'aéroport de Dubaï, mais je crois que c'est pas le seul aéroport qui a été touché dans le Golfe. Quel est l'autre aéroport ? Abu Dhabi a été touché. Merci Michel. Les structures de pompage de pétrole saoudien, les raffineries d'eau potable en Arabie Saoudite, les raffineries, donc c'est évidemment prendre l'eau de la mer et en faire de l'eau potable essentielle pour les populations. En fait, il n'y a plus beaucoup de doutes. Là, vous frappez au-delà des intérêts américains et vous impliquez directement ces pays du Golfe. Oui, puis soit dit en passant, c'était des crimes de guerre aussi. Oui. Et c'est complètement interdit de s'en prendre à des infrastructures et dans le même temps, vous avez le président à la télévision qui présente des excuses à ces pays-là. Alors justement, je voulais dire une remarque que je faisais. Ce président, il n'a pas l'air d'être très stable sur son siège, puisque quand on regarde bien la photographie, le portrait du guide n'est même pas suspendu au mur, il est posé avec la plante verte à côté. Ça veut dire que 5 minutes après, il a changé d'emplacement, le président. Donc en réalité, pour abonder dans ce sens qui a été dit, il n'est pas dans une situation très confortable, et c'est même un euphémisme. Non, clairement, en fait, toutes les armes sont bonnes pour gagner la guerre, malheureusement. Et le droit de la guerre ou le droit international, pour la République d'Iran, c'est actuellement secondaire. Ça l'a toujours été, semble-t-il. Quand on lit les livres sur la guerre Iran-Irak, il y a eu ce genre de choses qui ont été faites aussi entre Irakiens et entre Iraniens. Des utilisations, par exemple, d'enfants pour aller déminer des champs de mines du côté iranien. Ils avaient un petit jouet fabriqué par une firme américaine et c'était des martyrs. Donc ça, c'est pas conforme au droit de la guerre, utiliser des enfants pour déminer. Donc si vous voulez, ce qui compte, c'est pour les Iraniens, c'est faire en sorte que les alliés arabes et les alliés européens des Américains fassent pression sur les Américains pour qu'ils arrêtent le plus tôt leur frappe et que Donald Trump se satisfasse d'un ni perdu ni gagnant, il dira toujours qu'il aura gagné, mais que du coup, il s'en aille un peu plus tôt que prévu pour que les Israéliens se retrouvent tout seuls. Donc ça, c'est le but qu'ils poursuivent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'obtenir. Et donc, en frappant une infrastructure telle que la désalinisation des eaux à Bahreïn, ça fait partie des instruments. Et d'ailleurs, on voit que ça fonctionne, puisqu'on assiste de manière assez étonnante à une espèce de flou de la communication de Washington ces derniers jours, entre le président, ses proches, les militaires, Peter Hegseth, le patron le secrétaire d'État de la guerre. Tout ça montre en fait qu'il y a vous disiez, une conduite à vue, mais aussi une forme d'hésitation dans la stratégie à adopter face à cette escalade. Mais je pense qu'en fait, les buts sont visibles. Il s'agit en fait pour les Américains comme pour les Israéliens de changer le gouvernement en Iran et puis surtout de faire en sorte que le gouvernement, quel qu'il soit, reconnaisse l'État d'Israël et reconnaisse la présence américaine dans le Golfe. Maintenant,
la manière d'atteindre ce but n'est pas fixée. Donc, c'est là où tous les facteurs interviennent dans la planification, qui n'est pas une planification froide, hein, c'est une conduite des opérations. Eh bien, on va mettre peut-être un peu de diplomatie, on va dire on va reprendre la conversation avec un tel, on va mettre un peu d'économique, on va peut-être redonner un peu d'argent à un tel pour que la population... Voilà. Donc, en fait, tout est bon pour atteindre ce but. C'est ça, l'effect-based operation. On fait une opération dans un but. Le but, c'est de restaurer le rôle des États-Unis dans l'ensemble du Golfe Persique et de faire ce dont rêvaient déjà le père et le fils Bush, c'est faire le Greater Middle East, un peu sous dépendance occidentale, comme ça existait à l'époque des Britanniques et des Français. Quelle peut être la réponse, François Costantini, des pays du Golfe? On était ensemble ce matin, hein, il ne peut pas y avoir de réponse individuelle. Justement, il faut découper les choses, parce que là, on a une information de dernière minute. Le bombardement de Manama, la capitale du Bahreïn. Bahreïn, c'est une exception. C'est un pays qui est à 65% chiite, mais dirigé par un émir sunnite. Donc, en quelque sorte, là, peut-être que l'Iran pourrait jouer, en quelque sorte, une carte très importante. Rappelons-nous que ce pays l'émir a dû la sauvegarde de son trône à une intervention saoudienne et émiratie il y a quelques années. Donc, la population est très, très travaillée par les services de renseignement iraniens pour les chiites. Et puis, il n'y a pas que ça. Par exemple, dans la zone pétrolifère de l'Arabie saoudite, vous avez une forte minorité chiite qui est très, très hostile, notamment à Riyad. Et il y a une petite minorité également chiite au Koweït. Donc, ces minorités, il n'est pas impossible également que l'Iran les travaille. Donc là-dessus également, il faudra suivre, parce que les pays n'ont pas tout à fait la même situation, notamment Bahreïn, qui est à mon avis le pays le plus sensible en ce moment. Il est presque 16h30, il est 16h30. Sandra Chiombo pour l'essentiel de l'actu. Les États-Unis ont commencé à utiliser des bases militaires britanniques contre l'Iran pour mener des opérations défensives. Des bombardiers B-1 de l'US Air Force ont notamment atterri ce samedi sur le site de Fairford dans le sud-ouest de l'Angleterre, où des manifestants protestaient d'ailleurs contre le conflit au Moyen-Orient. L'armée israélienne a frappé 16 avions de l'unité d'élite iranienne à Téhéran. Elle a mené des frappes la nuit dernière sur des infrastructures militaires à l'aéroport Mehrabad, qu'elle a qualifié de plaque tournante pour armer et financer les terroristes du régime au Moyen-Orient. Et puis ces images de la ville de Tyr dans le sud du Liban, touchée par des frappes israéliennes. Plus tôt ce samedi, Tsahal a appelé les habitants à évacuer avant une frappe sur des infrastructures militaires du Hezbollah, une organisation qu'elle qualifie de terroriste dans un message accompagné d'une carte des secteurs visés. Merci beaucoup, Sandra Chiombo. Mériadec Raffray, les combats ne sont pas du tout arrivés au sommet de ce qu'ils pourront être ces prochaines semaines, ces prochains mois. Oui. Vous entrevoyez un conflit long, un Iran particulièrement résilient et qui a encore du stock, comme on dit? Alors, à la différence de beaucoup d'analystes sur les plateaux de télévision, moi je suis assez prudent en fait. Je ne sais pas dire ce qui se passera demain. Ce que je peux dire en fait, c'est l'esquisse de ce qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire une extension du conflit. Et on sait que les Iraniens, si a priori, ils vont essuyer un échec monumental militaire, c'est-à-dire que les infrastructures militaires, les sites militaires iraniens vont être écrasés sous les bombes américaines. Et ça, je pense que tous ceux qui connaissent la puissance américaine n'en ont aucun doute. En revanche, ce que personne ne mesure, et c'est là où je suis beaucoup plus pessimiste, c'est la façon dont l'Iran va réitérer sa guerre terroriste. L'Iran est un État spécialiste du terrorisme. On imagine très bien que toutes les cellules en fait de la République islamique d'Iran qui n'ont pas été éradiquées sous les bombes vont se disperser dans ce pays gigantesque et en particulier le long des côtes du détroit d'Ormuz et soient en mesure de réaliser des opérations terroristes contre les bateaux, par exemple, qui passent dans le détroit d'Ormuz. On a différents scénarios et je crois que c'est là le véritable danger ou le véritable risque de l'opération de grande envergure commencée par Donald Trump. Et la seule hypothèse, le seul scénario qui permettrait de laisser ça de côté, c'est une opération américaine, israélo-américaine, qui monte vraiment en puissance, voire même jusqu'à l'hypothèse de troupes au sol. On n'en est pas là, puisqu'on sait évidemment que le dispositif actuel ne comporte pas ce scénario, hormis les forces spéciales, dont on sait déjà plus ou moins qu'elles sont présentes, en particulier dans le nord-ouest de l'Iran. Mais pour l'instant, on aperçoit quand même l'esquisse
l'esquisse d'une extension régionale, d'une part militaire et d'autre part, on parlait tout à l'heure des prix du pétrole. Si les prix du pétrole ont déjà flambé autour de $90 le baril, certains analystes annoncent dans les jours qui viennent $150. Une crise énergétique durable. Une crise énergétique durable. Si les bateaux sont bloqués en fait dans cette nasse, en fait c'est là où la principale problématique de cette guerre, c'est le temps. C'est-à-dire que Donald Trump n'a pas de temps et maintenant les mollahs qui sont dos au mur, eux, ont le temps pour étendre la guerre. Et c'est ça qui ont-ils le matériel, c'est une autre histoire. Non, ils n'ont ni le temps ni le matériel. Et de deux, je voulais dire tout simplement, l'hypothèse de la talibanisation des pastorales a été évoquée par les experts militaires. Les gardiens de la Révolution. Voilà. Il disait qu'il y a quand même un scénario comme quoi les gardiens de la Révolution, après leur échec, ils restent encore dans le pays et ils commettent quand même des actes terroristes. Mais le problème, c'est que l'Iran n'est pas l'Afghanistan. Et la place des talibans parmi les Pashtuns était une place importante. Ils étaient appréciés par les Pashtuns. Il ne faut pas oublier. Ils ont été créés par les Pashtuns. Absolument. Ils étaient les enfants de Pashtuns et ils se sont vraiment intégrés à l'intérieur des Pashtuns et c'est là où ils ont pu continuer leur vie. Mais le problème de l'Iran, c'est différent. Vous savez quoi ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gardiens de la Révolution, ils ont tué, pas plus tard qu'il y a 40 jours, ils ont massacré 50 000 jeunes de ce pays. Ils sont détestés de tout le monde. Alors, quand un corps militaire est aussi détesté que les gardiens de la Révolution, je peux vous dire, ils n'ont aucune chance pour trouver de refuge auprès de la population. Dieu vous entende, madame, Dieu vous entende. Comme on dit. Ce n'est pas la question de Dieu qui m'entend, monsieur. Le problème, c'est que ce sont des faits. Quand un corps militaire est détesté par une population, ne peut pas survivre à l'intérieur de cette population. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas la question encore de Dieu. Encore faut-il qu'il soit désarmé et qu'il soit... Le problème, c'est d'être désarmé. Et là, aujourd'hui, les bombardements qui suivent les uns après les autres sont en train de les affaiblir et après une fois déjà ils n'osent même pas rentrer dans leur base, ils sont un peu dispersés autour des villes, ils n'arrivent même pas à rester comme vous l'avez dit, ils n'arrivent même pas à rester à l'intérieur des villes parce qu'ils savent dès qu'ils sortent de leur base, ils sont l'objet de la haine de la population. Et comme on le voit sur ces images et comme les dernières dépêches où les propos de Donald Trump le prouvent ces dernières minutes, ces dernières heures, l'Iran continue d'être pilonné minute après minute, cible après cible, 3000 cibles touchées, des milliers d'autres à suivre, nous disait le porte-parole de Tsahal ce matin, si vous étiez avec nous. Donc en effet, c'est ce travail de sape qui doit aboutir à la reprise de contrôle des populations iraniennes, en l'occurrence. On va faire un détour vers Israël de nouveau, parce qu'Avi Pazner est avec nous et on va lui donner la parole quelques instants. Merci, monsieur l'ambassadeur, ex-ambassadeur d'Israël en France. Merci de prendre le temps de nous répondre sur ces news en direct. Un mot peut-être d'abord sur la situation, là où vous vous trouvez à Tel Aviv, si je ne dis pas de bêtises, où les sirènes et les ripostes, notamment du Hezbollah, se sont fait sentir ces dernières heures. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation ? Eh bien, écoutez, la situation à Tel Aviv est que nous sommes tous un peu proches de nos abris. Beaucoup de familles ont leur propre abri dans leur appartement, comme nous. Par exemple, nous avons une chambre blindée et nous avons passé aujourd'hui déjà 3 ou 4 fois plusieurs heures dans cette chambre à cause des missiles iraniens. Le moral parmi la population est extrêmement haut parce que tout le monde comprend l'importance de cette opération contre l'Iran, le danger que représente un Iran nucléaire ou armé de missiles balistiques, pas seulement pour Israël, comme vous le voyez, pour toute la région. Il y a 1 heure, encore une fois, les Émirats ont été bombardés. Donc là, nous faisons un travail qui, j'espère, va conduire à un Moyen-Orient beaucoup plus sûr, beaucoup plus en paix, parce que l'Iran est une source de déstabilisation depuis les 47 ans que nous avons ce régime terrible des mullahs qui oppressent leur propre peuple, comme nous l'avons vu.
qui ont tué des dizaines de milliers de personnes au mois de janvier, qui n'hésitent pas à tirer sur leurs voisins, même si leurs voisins ne leur ont absolument rien fait, qui ont fait de la destruction d'Israël leur drapeau et leur devise. Et donc, nous sommes prêts tous à passer des moments pas agréables, je dirais, sous bombardement iranien, pour que enfin nous nous débarrassions de ce régime. Et c'est l'objectif évidemment de cette coalition israélo-américaine. Encore un mot, Avi Pazner, si vous le voulez bien. Je voulais vous entendre sur cette injonction, on pourrait appeler ça un coup de pression passé par Israël, par l'intermédiaire d'Israël Katz, le ministre de la Défense au Liban, le sommement de désarmer le Hezbollah sous peine de menaces à peine voilées. Comment est-ce qu'il faut interpréter cette pression mise sur le Liban ces dernières heures? Eh bien, écoutez, ça fait déjà 1 an et demi que le gouvernement libanais devait désarmer, après l'accord de cessez-le-feu de octobre 24, il devait désarmer le Hezbollah. Ils ne l'ont pas fait et vous voyez les résultats. À l'instant même où je vous parle, j'entends qu'il y a des alertes au nord de notre pays, car il y a des drones du Hezbollah qui ont pénétré dans l'espace aérien israélien. Donc, c'est au gouvernement libanais de faire face à ses responsabilités, de désarmer le Hezbollah. S'ils ne le font pas, eux, nous continuons notre opération pour que le Hezbollah, qui est, comme vous le savez bien, une des tentacules de l'Iran, pour que le Hezbollah ne menace plus ni la sécurité d'Israël, ni la sécurité des Libanais eux-mêmes, un peuple auquel nous ne portons que des sentiments d'amitié et que nous voulions aussi les libérer du joug des Hezbollah qui, depuis des dizaines d'années, les ont entraînés dans plusieurs conflits avec Israël. Merci Avi Pazner, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre, ancien ambassadeur d'Israël en France. Je le rappelle, merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de CNews. Question un peu de politique fiction, François Costantini, mais je pense que le plateau va réagir. Peut-on imaginer un instant que tout ce qui se passe à l'arrivée ne change rien ? Et c'est une question qui est légitime, je le pense. Je pense que c'est une question qui est légitime parce que c'est pas la première fois qu'on évoque un régime qui peut tomber, un régime qui est en guerre contre Israël, une coalition qui frappe ce régime iranien, qui promet sa chute, qui promet l'arrêt du nucléaire. Peut-on imaginer cette fois encore un instant que tout ce qui se passe ne change rien, que le régime des mollahs reste en place et que le nucléaire iranien reste en vie ? Est-ce qu'on peut l'imaginer, ne serait-ce qu'une seconde aujourd'hui ? Et plus qu'une seconde, plusieurs secondes malheureusement. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible en effet qu'aujourd'hui on vienne au secours de l'Iran, du Hezbollah. Alors la Russie et la Chine pour le moment se tiennent relativement à l'écart. On sait quand même que la Russie s'intéresse quand même de près à la situation. Pour le moment, ils n'ont même pas bougé le petit doigt. Et ils ont fait des propositions. On craint notamment la position des Européens qui, eux, vous savez, les Européens, c'est surtout la peur, surtout pas ci, surtout pas ça, etc. Les Européens veulent être une puissance, mais ils sont l'impuissance caractérisée à chaque fois. Alors, c'est malheureusement, je pense, une hypothèse qu'il faut envisager. C'est-à-dire qu'on arrive dans un jeu à somme nulle, qui n'est pas intervention au sol, qu'il y a en quelque sorte un régime qui perdure, mais de toute façon, le pire sera un jour envisageable. C'est-à-dire que si cette question n'est pas réglée, eh bien, on envisagera le pire, puisqu'à chaque fois, je rappelle, on a quand même sauvé la mise au régime iranien après des conflits, avec l'accord de 2016, qui est un accord qui a permis quand même à l'Iran d'avancer en termes d'enrichissement du nucléaire. Il faut quand même... c'est 2015 et ensuite c'est 2018, lors de la sortie des Américains de l'accord, que les choses ont changé, ce qui n'est pas tout à fait... change, mais bon, on dirait que cet accord, je ne pense pas que les Iraniens avaient renoncé véritablement dans leur tête à l'arme nucléaire, parce que l'arme nucléaire, c'est la clé de voûte de leur régime. Il y a 2 clés de voûte. L'hostilité à Israël, qui est en quelque sorte leur monnaie idéologique, et l'arme nucléaire, qui est une arme qui est un élément de sanctuarisation de leur régime. C'est évident. Donc, il est tout à fait possible en effet, que la situation aboutisse sur un statu quo. C'est tout à fait envisageable, malheureusement. Michel Fayad, votre opinion sur cette question ? Oui, c'est une question difficile à dire, mais je pense qu'aujourd'hui, si les Américains et les Israéliens poursuivent avec cette même lancée, la République islamique d'Iran pourra tomber. La question, c'est le temps, ça a toujours été ça.
si jamais la République islamique d'Iran a réussi à tenir le coup longtemps, alors tout peut être envisagé. Mais sincèrement, de ce qu'on a pu voir depuis 8 jours, ça n'a pas l'air d'être à l'avantage de la République islamique d'Iran, malgré les frappes qu'elle a faites sur les pays arabes du Golfe. Donc il y a ça quand même à prendre. Maintenant, sur le nucléaire de 2015, il y a quelque chose qui est important, je pense, à dire. L'accord de 2015, il a été fait dans un contexte où il y avait un affrontement contre Daesh, il y avait une guerre contre Daesh. Et les Occidentaux voyaient les Iraniens, la République islamique d'Iran, comme étant leur allié contre Daesh. Et quand en 2018, Trump est arrivé et s'est retiré de cet accord, c'est tout simplement parce que les Occidentaux n'avaient plus besoin des Iraniens dans la guerre contre Daesh. Et les Iraniens aujourd'hui, la République islamique d'Iran, a cru pouvoir revenir à une sorte d'accord de 2015. Sauf que l'Iran n'a plus rien à vendre, entre guillemets, aux Occidentaux. Autrefois, la République islamique d'Iran pouvait vendre aux Occidentaux leur présence en Irak et en Syrie pour combattre Daesh. Il n'y a plus cette guerre, donc ils n'ont plus rien à offert. C'est pour ça que Trump leur a dit, écoutez, moi, je veux le démantèlement complet du programme nucléaire iranien. Et comme vous venez de le dire, les Iraniens, la République islamique d'Iran ne renoncera jamais à ce programme nucléaire iranien. Deuxième chose, le démantèlement complet du programme de missiles balistiques. Et là aussi, la République islamique d'Iran n'y renoncera jamais. Et le troisième point que Trump réclame, c'est l'arrêt du soutien aux proxys, c'est-à-dire le Hezbollah au Liban, les Hajj al-Sha'bi en Irak. C'est pour cela que quand Emmanuel Macron dit « il faut revenir à la table des négociations », mais on revient à la table des négociations pour discuter de quoi ? Puisque d'un côté, les Iraniens, la République islamique d'Iran bien sûr, ne veut pas discuter du démantèlement complet du programme nucléaire, de l'arrêt complet, du démantèlement complet du programme balistique et de l'arrêt du soutien au proxy. Il n'y a rien à discuter en réalité. Il y a soit ils appliquent, soit, comme a dit Trump, là il y a quelques heures, ils se rendent. Absolument. Vincent Baratier. Oui, moi je répondrai très vite en citant Napoléon. La guerre est un art simple et tout d'exécution. Alors une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que maintenant le sort de la guerre est dans la main des chefs américains et israéliens et de leurs exécutants. Et deuxième chose, Napoléon disait toujours à ses maréchaux, demandez-moi ce que vous voulez, sauf du temps. Donc j'espère que Donald Trump sera aussi exigeant que Napoléon l'était avec ses subordonnés. Oui. La réponse à votre question, pour moi, c'est non. C'est évident que les choses sont différentes après cette deuxième frappe israélo-américaine sur l'Iran. Déjà, la première avait largement fait évoluer la situation. On parlait tout à l'heure du Liban. Après la première intervention israélienne au Liban, le Hezbollah a été affaibli comme jamais il avait été affaibli auparavant. Et cette fois, avec cette folie du Hezbollah de tirer à nouveau sur Israël, il est fort à parier que le Hezbollah va disparaître pour un certain temps de la scène politique, en tout cas libanaise. Et puis en Iran, on peut parier aussi que le régime actuel tel qu'il est aujourd'hui va disparaître. La question finalement, c'est ce qui va renaître, c'est le jour d'après. C'est sous quelle forme l'État iranien va renaître. Et puis troisième illustration, ce sont ces fameux proxys au-delà du Hezbollah qui aujourd'hui sont beaucoup plus en retrait qu'il y a 2 ans. Même les Houthis qui constituaient un danger important malgré les Houthis qui ont dit qu'ils avaient le doigt sur la gâchette. Oui, c'est ça, ils l'ont dit. Ils ont frappé en plein centre de l'Arabie Saoudite sur un champ pétrolier. Donc ils sont là également, les Houthis. Ils sont là, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus en retrait. Beaucoup plus prudents. Alors que les Américains frappent sur les Houthis depuis 2015. Donc là, on voit bien qu'il y a aussi une évolution. Moi, je crois que le Moyen-Orient va sortir de cette nouvelle confrontation nouveau. Il y aura des nouveaux équilibres. Le problème toujours, c'est que quand on casse un équilibre, le problème, c'est qu'est-ce qui va sortir du nouvel équilibre. On l'a vu en 2003 avec l'intervention américaine. On a cassé Saddam Hussein, on a fait monter en puissance les chiites et on a fait naître Daesh et le fameux axe de la résistance qu'aujourd'hui, on vient casser à sa tête, 20 ans plus tard. Alors, vous savez, moi, le 7 octobre 2023, quand j'ai vu les exactions que le Hamas a commises en Israël, ce jour-là, j'ai vu la fin de la République islamique.
je me suis rendu compte que la République islamique a fait une erreur monumentale en provoquant de tels crimes. Je voyais la main de la République islamique derrière sans avoir aucune preuve. Aujourd'hui, les preuves sont là. On sait à quel point la République islamique était impliquée. Alors, jamais les Israéliens ne peuvent plus se permettre de voir la même chose sur leur sol. Et tant que la République islamique est là, il est tout à fait possible, la survie d'Israël est complètement en danger. C'est la convergence entre les intérêts des Israéliens et l'intérêt des Iraniens. Ce régime est dangereux pour la région, ce régime est dangereux pour Israël, pour les Iraniens et pour la planète entière. C'est le moment ou jamais de se débarrasser de ce régime dangereux qui est extrêmement néfaste pour la stabilité de la région, pour la stabilité du monde. Rien n'est pire qu'une république islamique atomique. Et ils sont à 2 doigts de la bombe atomique. Et je pense que les dirigeants du monde, en tout cas Donald Trump et ses alliés, ils sont beaucoup plus intelligents de permettre à la République islamique de continuer sur la même voie. Donc, je termine. Allez-y, parce qu'en fait, il y a une alerte qui vient de tomber que je veux donner à nos téléspectateurs. Pardonnez-moi, madame. L'Iran, je cite cette dépêche qui vient de nous parvenir, l'Iran dit disposer de preuves que certains pays voisins sont au service de l'ennemi. Ce qui justifierait ces éventuels. Alors pourquoi il fait Alors ce que je comprends pas, c'est que dans la même journée, on a le président en exercice en Iran qui fait des excuses à ces pays dits amis entre guillemets, et qui ensuite, par la voie officielle, dit disposer de preuves que certains pays voisins sont au service de l'ennemi mis entre guillemets. Qui veut réagir? C'est le chaos qui règne sur ce pays, et donc voilà la preuve. C'est toujours finalement l'Iran. Alors dans l'ordre, allez-y, il nous reste 2 minutes 30, 40 secondes chacun. L'Iran, en effet, une des dernières cartes de l'Iran, c'est jouer sur la contradiction qu'il présuppose entre ces régimes sunnites, qui sont pour eux des régimes pratiquement infidèles, impies, parce que liés aux Occidentaux, qui accueillent notamment l'Arabie Saoudite sur ces terres des troupes américaines. Donc la dernière carte de l'Iran, c'est jouer en quelque sorte une espèce de jeu de bascule, de dernière carte, de prendre l'opinion musulmane, la rue musulmane à témoin, et de dire nous sommes de mon côté, pas vous. Voilà, c'est l'ultima ratio en quelque sorte de l'Iran. Est-ce que c'est trop tard? En effet, c'est une question qu'on peut se poser. Michel? Oui, je pense que le seul pays avec lequel les choses vont se calmer, c'est le sultanat d'Oman, puisque le sultanat d'Oman est un pays neutre. Le médiateur. Hein. Voilà, mais à part... Non, parce que leurs enfants et leurs femmes sont les femmes et les enfants des dirigeants iraniens séjournent aujourd'hui au Mans, sultanat du Mans. Et c'est la raison pour laquelle il ne frappe pas. C'est la seule raison. C'est ce que disait, en effet, c'est ça. Et aussi qu'il dispose de cette neutralité et il rêve d'une possibilité à un moment donné de s'asseoir à la table des négociations. Et s'il y a table des négociations, ça sera à Oman. Absolument. Tout simplement, c'est comment on interprète cette ça a déjà été dit sur ce plateau, c'est qu'il y a eu les bombardements israélo-iraniens ont coupé les têtes principales de ce régime, et donc les choses sont un peu plus compliquées à gérer dans un système en plus qui était déjà par essence décentralisé. Et par ailleurs, je pense qu'il doit y avoir des combats en interne pour savoir quelle ligne l'emportera les fameux réformateurs, si tant est qu'ils en sont vraiment. Ils sont en train de s'isoler totalement dans la région, et les durs du régime dans un espèce de combat là pour prendre le lead sur la stratégie. Et puis évidemment, on ne peut pas exclure aussi des effets de bord liés au fait que l'Iran est un véritable gruyère occupé par les services américains et israéliens qui, évidemment, je pense, sont à la manœuvre pour essayer de récupérer une partie de cette élite qui est déjà en place, qui serait évidemment plus simple que d'en fabriquer une autre. Il nous reste 30 secondes pour conclure. Oui, alors, ce que je pense, c'est qu'ils sont en train de faire la stratégie du pire, pour obliger les Américains à vouloir partir avant d'avoir atteint leur but de guerre. Et donc c'est une lutte entre 2 volontés, c'est Clausewitz, la volonté des Mollahs d'un côté, la volonté du président Trump de l'autre. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pendant ces 2 heures à tous les 5, ces 2 heures d'émission spéciale au 8e jour de la guerre, bien sûr au Proche et Moyen-Orient, et cette guerre menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran. Évidemment que notre séquence spéciale se poursuit, on marque une très courte pause. Vous allez retrouver Thierry Cabane pour Punchline. J'aurai tout plaisir de vous retrouver à partir de demain matin, 11h. Bon week-end tout de même sur les antennes de CNews.